Bonsoir, rebonsoir. Les États-Unis et l'Iran se défient à l'orée de la semaine décisive. Regardez les images. Donald Trump rejette les propositions iraniennes et il dépêche encore plus de moyens sur place, à commencer par le chef du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, était sur le Tripoli, le patron du commandement central, au cœur de sa flotte grandissante dans la région. On y revient dans quelques instants, mais d'abord l'événement politique. Il avait lieu sur TF1 tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, le patron de la France insoumise, a insisté sur la génération qui l'entoure. Il affirme que cette fois-ci, et les filles plus que jamais, une galerie de visages marquants, les Panot, Coquerel, Léaumont, Saint-Toul et d'autres. Et vous, Bali Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le maire de Saint-Denis, évidemment, figure depuis les élections municipales et figure là sans doute de la campagne qui est en train de s'ouvrir. Avec nous aussi Anne Niva, bonsoir. Noémie Elioua, Guillaume Roquette. Écoutez d'abord les propres mots de Jean-Luc Mélenchon quand il parle de la Nouvelle-France. Disons les choses comme elles sont nouvelles par rapport à quoi ? Il faut quand même commencer par un bout. 1958. Mais regardez le changement inouï de ce pays. Un Français sur 3 a un ancêtre étranger. Une famille sur 2 a quitté son département d'origine. Enfin, vous ne voyez pas que les femmes ont un statut complètement différent de celui qu'elles avaient en 1958. Les jeunes, les personnes âgées qui sont plus nombreuses que jamais. Tout ça, c'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est pas un bout de la France contre l'autre, c'est toute la France. Mais de cette Nouvelle-France, il faut faire un objet politique. Et cette Nouvelle-France, pardon de vous le dire, mais elle est plus connectée, éduquée que jamais. Donc elle veut contrôler, donc elle veut prendre des décisions. Voilà pourquoi la 6e République, c'est le projet de la Nouvelle-France. Tout ça va ensemble. Mais de grâce, arrêtons avec le communautarisme et la racialisation de tous les problèmes. Et voilà la déclaration sur TF1. Bali Bagayoko, pourquoi cette fois-ci, d'après vous, serait la bonne ? Jean-Luc, il dit déjà un peu dans son propos 2 éléments importants. La première chose, c'est que nous avons une société qui est de plus en plus éveillée, beaucoup plus conscientisée par rapport à la situation qu'elle est. La deuxième chose, c'est que cette société, elle n'attend rien désormais des formations politiques traditionnelles en tant que telles, parce qu'ils ont y compris l'essentiel. Et troisièmement, nous sommes encore mieux préparés, encore mieux déterminés. Et là, j'ai vraiment une intime conviction qu'en 2027, ça sera un coup KO, bien sûr, contre l'extrême droite, mais contre tous les candidats qui seront en face. Oui, cette nouvelle France dont parle Jean-Luc Mélenchon, évidemment, c'est la France du grand remplacement. Je veux dire, il y a un petit message subliminal là. Alors, il est trop habile pour le reconnaître, Jean-Luc Mélenchon. Il dit, c'est une France de nouvelle génération. Ah ben oui, c'est sûr que depuis 1958, c'est pas les mêmes Français. Ça, c'est sûr, mais nous aussi, on sait compter. Mais le sujet, c'est de dire que il y a un vote qui, même si Jean-Luc Mélenchon s'en défend, un vote communautaire, mais qui n'est pas le seul. Et est-ce que vous assumez un vote de la jeunesse, une jeunesse qui est en colère, qui est radicalisée parce qu'elle trouve pas sa place dans la société, et c'est cet agglomérat-là qui fait le socle électoral de Mélenchon. Est-ce que vous assumez, Bali Bagayoko, ce retournement, ce mot grand remplacement, c'est traditionnellement, il est lié à l'extrême droite, c'est une théorie d'extrême droite, et là, ce soir, tout à l'heure sur TF1, il en joue, Jean-Luc Mélenchon, en disant, oui, en un certain sens, évidemment, ça n'a pas le sens que lui donne, c'est bien. Est-ce que vous l'assumez ? Non, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas ça. Justement, il dit qu'il ne faut pas racialiser le sujet, et il dit d'autant plus qu'il ne faut pas, à la fois, le renvoyer vers des ethnies. Donc il est très clair sur ce point de vue-là. La Nouvelle-France, c'est moi. La Nouvelle-France, ça peut y compris être vous, même si on ne partage pas les mêmes avis. Et la Nouvelle-France, c'est surtout tous celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires aussi. La Nouvelle-France, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est un petit peu ça quand même le problème. Et pourquoi ce ne serait pas lui ? C'est-à-dire que en soutenant Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous ne donnez pas un peu raison justement à ceux qui pensent que LFI est incapable de se renouveler ? Jean-Luc Mélenchon, quand il parle à la Nouvelle-France, il ne parle pas de lui. Il parle de l'ensemble, en fin de compte. Il dépasse tout ça. Je suis désolé. C'est le seul candidat aujourd'hui en responsabilité, y compris de l'assumer en tant que tel, qui parle en fait de la société française telle qu'elle est. Oui. Mais la vraie Nouvelle-France de LFI, ça sera peut-être quand Jean-Luc Mélenchon ne sera plus candidat. Mais je rejoins complètement. Il sera candidat et ensuite il y en aura d'autres. Ah non. C'est-à-dire que ça a été acté lorsque l'eurodéputée européenne Rima Hassan parle de fin de porte-parole. Elle explique justement qu'il faut que les étoiles montantes de ce qu'on appelle la Nouvelle-France demain accèdent aux plus hautes responsabilités et au pouvoir. Et donc quelque part revoir Jean-Luc Mélenchon qui se présente pour la 4e fois, Jean-Luc Mélenchon qui a 74 ans, qui n'incarne pas véritablement cette Nouvelle-France, ça peut être quand même surprenant. Il y a peut-être cette idée qu'au fond le porte-parole continue.
si Porte-parole, non, très bien. La question du porte-parole, je veux dire, premièrement, c'est-à-dire ça se décrète pas. La deuxième chose, c'est que je suis compris sur cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous empêche pas d'avoir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à la tête d'une démarche qui est une démarche d'ailleurs qui le dépasse, puisqu'il a une démarche qui rassemble. C'est ça, cette dimension. En fait, Bali c'est parce que vous n'avez Bagayoko, pas d'autres candidats. vous incarnez une J'ai certaine... participé aux échanges. Non, on a bien effectivement. Premièrement, je veux dire qu'on a fait le choix, y compris d'avoir Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, et moi je le revendique en tant que tel. C'est celui qui est en capacité aujourd'hui, au regard de la situation que nous sommes confrontés, de mener en fin de compte. Honnêtement, il y a eu débat ou pas? Bien sûr qu'il y a eu débat. Il y a eu débat. Non, mais pardon. Il y a eu débat à la Vous fois dites, sur la il question. y avait d'autres Non, candidats? il y a eu débat sur la question Sérieusement. programmatique. Non, je pense qu'il y a eu un d'autres consensus là-dessus. Il y avait qui, par exemple? Non, il y avait surtout, avant de parler de qui, il y avait surtout la situation dans laquelle on est confronté. Ouais. Parce que c'est pas juste de dire il y a qui. Non, il y a surtout la Bah oui, surtout quand il n'y en a qu'un seul, effectivement. Non. Il y a surtout la réalité concrète auquel nous confronter. Et c'est vrai que face à cette réalité concrète, Il est le meilleur. la conclusion a été faite de dire voilà, c'est celui, effectivement, mais pas seul, parce qu'il a parlé à la fois d'un seul candidat, bien sûr, en tant que tel, mais surtout d'une équipe et d'un programme. C'est ça dont il a parlé. Bali Bagayoko, vous saviez, vous, déjà ce que vous ferez dans la campagne, parce que vous êtes devenu, de fait, un des visages de la France insoumise. Est-ce que vous savez déjà, vous aurez... Moi, j'assumerai ma part de responsabilité, mais j'invite quasi tout le monde à participer à cette belle aventure. C'est pas uniquement l'aventure de la France insoumise, c'est l'aventure d'abord de la France insoumise, mais de tous les citoyens de gauche, y compris écologistes. Passons par un sujet qui a été un sujet surprenant, mais qui est très révélateur de l'idée que vous voulez incarner d'une gauche de France populaire, très assumée. C'est l'affaire de la chaîne Master Poulet. Qui ici a déjà mangé du Master Poulet? Enfin, moi, c'est contraire à mes principes. Ah bon, alors vous allez parler Parce que c'est de la C'est du malbouffe. poulet? Alors, vous dites c'est de la malbouffe. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Le socialiste Karim Bouamran va présenter ce combat effectivement comme symbole contre la malbouffe. Il dit, ce matin, je crois que c'est dans la tribune du dimanche, le peuple a droit au beau et au bon, pardon. Et vous lui avez répondu, notamment par la petite vidéo qu'on va voir ici, pour revendiquer le fait que c'est une nourriture accessible à tout le monde. Regardez. Bonsoir, c'est bien? Ça va? Ils font même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah bah non, on n'a pas besoin ça. Non. Master Poulet, un coup, KO. Voilà, combien de vues vous dites Quasiment 2 millions, ouais, ça a 2 été millions de vraiment, vues. Extrêmement vu. Et justement, c'est très intéressant. Pourquoi cette histoire de, disons, là, il y a l'anecdote, mais il y a plus que ça. Pourquoi c'est emblématique? Pour moi, il y a 3 choses importantes que je vais exprimer par ça. La première chose, c'est que Master Poulet, bon, en tant que tel, c'est une enseigne qui existe depuis maintenant de nombreuses années, et que des maires qui, à un moment donné, soient amenés à demander à un certain nombre d'enseignes de se mettre en conformité, c'est assez le grand classique. Donc il n'y a pas de sujet là-dedans. En réalité, le maire de Saint-Ouen, en fait, s'est ouvert sur un sujet qui est en réalité un non-sujet. La deuxième chose derrière, c'est aussi de dire que s'il y a un sujet autour de la malbouffe, alors assumons ce débat-là de le faire. Et c'est pas d'essayer de faire des supercheries, parce que clairement, la question qui nous est posée, bien sûr, y compris dans les quartiers populaires, nous n'avons pas que du Master Poulet. Nous avons aussi beaucoup d'autres enseignes qui existent en tant que... Est-ce que c'est une suprême habileté? Parce qu'évidemment, on a en tête le bobo moyen qui fait très attention à sa nourriture avec la graine de chia bio, etc. Et vous assumez au contraire une nourriture grand public, sans finasser, en disant voilà, c'est vrai que dans les quartiers populaires, bien sûr. C'est une question de moyens. Bien sûr, parce que la question de Master Poulet, ça pose la question Arrêtons de de moyens. tourner autour du pot. Oui. Master Poulet est une chaîne halal. Oui, et alors? Et alors, c'est un facteur clé de son succès. Et c'est bon aussi pour ça que, vous le savez bien, Non, monsieur pas le maire, du tout, voyons. pas du tout. Oh, écoutez. Vous savez, quand j'ai fait cette petite vidéo, il y avait une jeune demoiselle qui était ici, qui est une administratrice Saint-Denis, et qui d'ailleurs n'est pas du tout musulmane, elle était avec mes côtés. Et donc elle n'est pas venue, Master Poulet, pour acheter parce que c'est halal. Mais donc, vous avez les deux. Donc c'est faux. C'est pour ça que je disais que ça n'est pas faux. cher, mais c'est aussi le reflet d'une communautarisation du commerce et de la restauration. Oui, mais vous voulez tout ramener à la communauté. Donc la jeune demoiselle qui était à mes côtés, elle était plus type européenne, n'était pas du tout... voilà. Donc là, vous avez tout faux sur ça. Clairement. Écoutez, apparemment le maire de Saint-Ouen aussi alors. Lui, oui, il a tout faux. La preuve, il prend du bad Ils sont buzz. pas d'accord là-dessus. Voilà, c'est très clair. Ils sont pas d'accord. Il y a la question communautaire, effectivement, mais il y a aussi la question de la guerre des gauches, parce que ça a relancé justement les divergences entre les socialistes et les insoumis. Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs que la candidature de Jean-Luc Mélenchon puisse demain fracturer la gauche? Parce que vous avez toute une social-démocratie pour qui Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir, qui ne voteront jamais dans cette alliance, qui ne viendront pas vous rejoindre demain pour cette campagne aux élections Qu'est-ce que présidentielles. vous en savez? C'est une figure qui crie. Mais non, parce que en fait, vous regardez uniquement, vous regardez les formations, vous regardez même les cadres en fait des formations politiques. Ils ne supportent pas la figure. Très bien, mais à la limite, il ne nous intéresse pas trop parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs, y compris les électeurs écologistes, y compris les électeurs socialistes de gauche, qui sont en capacité au moment où il faudra le faire de se ranger derrière en fait une dynamique qui est une dynamique de rupture qui est en capacité de gagner. C'est ça la réalité. Après, les formations politiques avec les cadres, bon, on sait très bien ce que c'est. Ce sont des gens qui sont en train de préparer une primaire qui va d'ailleurs accoucher d'une souris, et ce sont les mêmes en 2022
qui nous ont privés de... Bali Bagayoko, qui est votre principal rival dans la gauche, disons, classique à l'ancienne, d'après vous? Oui, mais en fait, moi, mon sujet, c'est même pas... j'ai pas de rivalité là-dedans. Si, c'est on verra les éléments programmatiques. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui est prête aujourd'hui à prendre des responsabilités, un programme qui est prêt, y compris, je veux dire, à pouvoir se proposer à la population. Ce qui n'est pas le cas des autres formations politiques. Je vous pose une question à vous, mais aussi à vous sur ce plateau en général, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a, qu'on soit d'accord ou non avec la France insoumise, une espèce de génie de retrouver la fibre vraiment populaire qui était celle du Parti communiste français quand il était très haut, avant que Mitterrand n'arrive à le ralentir, c'est-à-dire un vrai parti populaire qui ne finasse pas. Vous voyez ce que d'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé avec les communistes quand vous étiez avant. Mais bien sûr, et M. Bagayoko a raison. À gauche, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Il n'y aura personne d'autre. En 2022, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon faisait quasiment 22%. Son successeur, son suiveur immédiat, c'était l'écologiste Jadot, qui était à moins de 5%. Et la malheureuse candidate socialiste, on ne renonce pas au plaisir de rappeler son score, Madame Anne Hidalgo, 1,7%. Pour ce qui était le parti structurant de la gauche. Donc effectivement, aujourd'hui, par son positionnement, par son talent aussi de tribun, c'est le meilleur orateur. Moi, si j'étais LFI, évidemment que j'aurais choisi Mélenchon. Il y a un programme, il a aussi un programme. C'est le meilleur. Non, mais c'est objectivement le meilleur pour ce parti. Mais derrière, il y a une stratégie qui est organiser un face-à-face avec le Rassemblement national, une sorte de bras de fer antifasciste et de mettre de côté tous les autres candidats de gauche. Ce qui fait qu'à mon avis, moi je prends le pari, il va y avoir beaucoup de sociaux-démocrates qui vont avoir du mal à soutenir un autre candidat de gauche. Alors il n'y a pas que le côté populaire, il y a le côté aussi jeune, la modernité de LFI. Qu'on aime ou non LFI, il faut reconnaître que LFI est capable de s'adresser aux jeunes, ce que les autres partis politiques de France ce dont ils ne sont pas capables jusqu'à présent, ils l'ont prouvé, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, ils sont en avance. La dimension identitaire, il faut quand même dire, l'échange, tout avait commencé à un échange qui avait lieu sur cette antenne, juste le soir des municipales, où vous avez été compris de travers. Moi, je vous posais la question de Saint-Denis, ville des rois, et vous répondiez des rois et du peuple vivant, je crois que je vous cite justement. Et beaucoup, au lieu d'entendre des rois, ont entendu des noirs. Et c'est intéressant, ça a été le point de départ. Alors, ça a tourné. Qu'est-ce que vous en tirez quelques semaines après? J'en tire quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire que, premièrement, moi, j'avais bien compris la supercherie qu'il y avait derrière. Donc, entendre, quand on dit ville des rois noirs, c'est-à-dire qu'il faut quand même être intellectuellement soit complètement déstabilisé ou soit vraiment avoir un problème auditif. Mais dans les portraits, quand on vous présente comme l'Obama français, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi, voilà, c'est pas quelque chose, en fin de compte, c'est pas ma référence. Je suis plus proche, en fin de compte, d'un Mamdani que d'un Obama. Mais, il est trop à droite pour vous, Obama? Non, pas du tout. C'est que je suis plus sur une question générationnelle et puis je suis plus en phase aujourd'hui avec Mamdani et tout ce qu'il porte. Et puis il faut que vous soyez prudent parce que Obama a été promis aux plus hautes ambitions et à mon avis, M. Mélenchon, il n'aime pas beaucoup la concurrence. Non, c'est pas le genre de la maison. Il ne risque pas d'avoir de concurrence parce que nous sommes avant tout des partenaires et on va gagner ensemble. Je suis très sensible à ce que vous dites vous voulez pas gentrifier une ville comme Saint-Denis, c'est-à-dire au fond vous insistez sur le fait que c'est une ville héritière de l'immigration aujourd'hui et que cette génération-là, d'une certaine façon, c'est les nouveaux originaires de Saint-Denis. Bien sûr. Nous, on n'a pas de difficulté avec ça, c'est-à-dire que c'est un territoire en fait d'accueil et donc nous avons la capacité d'accueillir et bien sûr de protéger les nôtres. Et donc c'est l'équilibre en fait que nous portons dans cette ville. Il y a ceux qui font d'autres choix, y compris dans les villes à côté, ou y compris l'ancien maire a fait ce choix-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais la gentrification, c'est aussi l'élévation sociale, et vous comprenez bien sûr, ça s'oppose pas. Certains enfants d'immigrés qui n'ont qu'une envie, c'est justement de s'élever socialement, de pouvoir un jour peut-être aller dans des meilleurs quartiers, de pouvoir se développer, avoir des grandes ambitions dans la vie, non pas simplement l'ambition de manger de la malbouffe et de rester... Non mais ça, vous confondez la malbouffe, ça n'a rien à voir. La gentrification, ça n'a pas le lien avec la malbouffe. Du maire socialiste. La malbouffe, c'est question pouvoir d'achat. Alors, si on veut discuter de la question de la malbouffe, augmentons les salaires et vous verrez que, y compris, agissons pour qu'il y ait des produits de meilleure qualité. Et vous verrez que le problème sera réglé, ce qui n'est pas le cas. Bali Bagayoko, vous avez été la cible d'insultes racistes, violentes, et en quoi Jean-Luc Mélenchon est-il, selon vous, un rempart contre la banalisation du racisme? En fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que moi je suis plutôt issu du milieu sportif. En fait, on voit le coach, mais derrière le coach, il y a toute une équipe. Voilà. Et donc, quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon, n'oubliez jamais une chose. Donc c'est votre coach, c'est qu'il y a toute une
une série. Non, pas seulement coach. C'est qu'à la fois, c'est quelqu'un, bien sûr, qui porte à un moment donné, au niveau de l'équipe, un aura important, mais il y a toute une équipe derrière. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus qu'en 2027, il y aura la victoire, quel que soit, entre guillemets, tout ce qu'Arpin peut proposer. Et j'ai l'intime conviction. Est-ce que l'assimilation à l'ancienne, c'est fini? Moi, j'ai souvenir de gens comme Hélène Carrière-Dancause qui disait, elle n'avait pas une sang français d'origine, hein, et elle disait, quand on apprenait à l'école, c'est un autre monde, hein, mais à l'époque, on apprenait nos ancêtres les Gaulois, elle disait pourquoi pas, parce qu'au fond, elle s'identifiait à une histoire de France ancienne, même si la formule était très colonialiste, et ça, tout le monde en est conscient. Elle est colonialiste. Bien sûr qu'elle est colonialiste, mais est-ce qu'en même temps, elle disait, oui, pourquoi pas, moi je prends toute l'histoire de France derrière moi. Est-ce que ce temps-là, pour vous, il est révoqué? Non, mais ce temps-là, il est révoqué. Moi, je suis l'intégration. Je suis un enfant, je suis né sur le territoire français. Je ne vois pas pourquoi on parle d'assimilation, par exemple, en ce qui me concerne. Voilà. Et donc, il y en a plein de Français héritiers de l'immigration qui n'ont pas à être assimilés, ils sont intégrés. Pour aller dans votre sens, il y avait aussi la fameuse phrase de Romain Gary qui disait « Il n'y a pas une seule goutte de sang français et pourtant la France coule dans mes veines ». C'est ça la question, c'est la France, c'est pas la nouvelle France. Il y a beaucoup d'enfants d'immigrés, je vais vous dire, moi je m'appelle Alioua, je suis aussi enfant d'immigrés, comme beaucoup de gens en font qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans la France, pas dans la nouvelle France, qui n'ont pas l'ambition de renouveler la France, qui n'ont pas ambition de la réécrire, de la réinventer, simplement de la rejoindre avec ses particularités, avec ses différences. Pourquoi est-ce que vous ne rejoignez la nouvelle pas France, la France en tant que telle, et pourquoi est-ce qu'il faut réinventer la France en l'appelant Nouvelle France? Non, c'est pas la réinventer. C'est de la regarder aux réalités concrètes en fait de ce qui nous est pour faire aujourd'hui. C'est ça la réalité. Oui. C'est évoqué, c'est-à-dire que aujourd'hui, y compris des enfants héritiers de l'immigration qui prennent des responsabilités de plus en plus importantes. Donc on le voit sur le processus. Des jeunes qui aujourd'hui sont davantage impliqués dans la vie locale et prennent des responsabilités, y compris des familles monoparentales qui s'organisent, qui se structurent. C'est de plus en plus important aujourd'hui. Bien sûr, mais dans ce cas-là, ils rejoignent la France. Ils rejoignent bien sûr la France, mais quand on parle de Nouvelle France, au moins ça force le débat. Au moins ça force le débat. S'il y a une Nouvelle France, c'est-à-dire qu'il y a une vieille France, il y a une ancienne France. Ça, alors c'est qui? C'est Retailleau, c'est Marine Le Pen. Ah oui, eux, c'est clair que. Les enfants d'immigrés, la France est faite de vagues d'immigration. Et les voilà. Non, mais là, la seule différence. Rejoint la France sans vouloir la réécrire, sans vouloir. Ah non, c'est pas vouloir la réécrire. C'est de la prendre telle qu'elle est, avec l'ensemble quasiment, je veux dire, des réalités concrètes auxquelles nous sommes. La réalité aujourd'hui n'est pas celle d'il y a une trentaine, quarantaine d'années. C'est la réalité. Et qu'on le veuille comme pas, la France, génération après génération, en fait, s'écrit. Elle s'enrichit. Oui, mais c'est ça. Mais quand on parle de Nouvelle France, c'est aussi ça. Bali Bagayoko, un mot sur un reproche qui est souvent fait à la France insoumise. Alors, on a dit, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, orateur, hors pair, il a beaucoup de leviers. Même, vous voyez, même Guillaume Roquette, qui est très à droite, par rapport à vous, c'est relatif, mais il est plus à droite que vous. Dit, oui, c'est vrai, si j'étais de gauche, Mélenchon est... non, si j'étais LFI. Si vous étiez LFI. Oui. En revanche, on dit souvent sectaire. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que dans votre bureau, vous avez, décroché le portrait du président de la République? Oui. C'est vrai, j'ai décroché parce que j'ai considéré que tant que la République n'était pas en capacité de corriger les inégalités, je considérais que... Où est-ce que vous l'avez mis? Il est dans un coin. Il est retourné? Il est dans un coin. Vous avez retourné à Emmanuel Macron 2027 dans un coin du bureau? Dans un point du bureau. En attendant, bien sûr, l'avènement d'une gauche de rupture et d'un nouveau président. Est-ce que c'est pas, j'espère, ça, Jean-Luc Mélenchon. Un petit, bien grave, mais est-ce que c'est pas un petit manquement républicain? Non, c'est pas un petit manquement républicain. Le manquement républicain, c'est ce que fait en fait l'État quand il met pas les moyens pour l'éducation de nos enfants, quand il met pas les moyens pour le logement. Il est l'élu, vous savez très bien, il est l'élu des Français jusqu'à. Jusqu'à 2027, on espère. Alors, voilà. Donc non, c'est pas un manquement, c'est juste en fin de compte quelque chose qui relève de la symbolique. Il y a un livre qui est paru il y a 3-4 ans sur la France Insoumise, qui s'appelait La Meute, et qui montrait comment, en fait, la France Insoumise, c'était pas un parti, c'était plutôt une secte au service d'un gourou, avec autour de lui des gens qui sont des inconditionnels. Est-ce que ce soir, on n'en a pas une nouvelle démonstration? Parce que la procédure d'auto-désignation de Jean-Luc Mélenchon, elle est tout sauf démocratique. Je prends d'autres partis, à la fois les Verts ou les Républicains, eux, ils élisent leurs candidats. Là, c'est Mélenchon qui s'auto-désigne, ça vous pose pas un problème démocratique? En fait, c'est là où vous vous trompez totalement, parce que moi j'y étais. Moi j'y étais, donc je peux pas dire ça. Tout ce que vous dites, c'est faux. C'est ce que je peux vous dire. Alors, dites-moi les noms des autres candidats. C'est faux. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres candidats. Non. Alors c'est plus facile. Y compris, par exemple, a été circulé plusieurs fois Bali Bagayoko candidat. Non, j'ai clairement indiqué que je ne suis pas candidat. En revanche, je suis soutien indéfectible de Jean-Luc Mélenchon parce que en 2027 nous allons gagner. Parce qu'il y a François Ruffin, François Ruffin, il n'est pas la France Insoumise. Il n'est pas la France Insoumise. D'abord, nous nous occupons déjà de ce qui permet de la France Insoumise. C'est déjà suffisant. Bali Bagayoko, merci beaucoup. S'il y a un ministère Mélenchon, vous en serez forcément, vous serez ministre. Forcément. C'est absolument rien. En tout cas, ce que je dis une chose, on va œuvrer pour la victoire. Il y aura la victoire.
Merci beaucoup. Regardez, ou écoutez plutôt, comment Donald Trump ce soir sonne la volonté de durcir le ton à l'égard des Iraniens, et tout va dans ce sens-là. Et d'abord, il rejette les propositions iraniennes. Écoutez-le. Dans quelles circonstances relanceriez-vous les frappes militaires contre des cibles ? Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je veux dire, je ne peux pas répondre à ça à un journaliste. S'ils se comportent mal, s'ils font quelque chose de répréhensible, mais pour l'instant, on verra bien. Vous savez, c'est une possibilité qui pourrait certainement se présenter. Voilà. Et regardez les images qui illustrent. On a la version orale, voici la version factuelle. C'est notamment le président des États-Unis qui dépêche sur place l'amiral Brad Cooper. On est sur le Tripoli, qui est un des navires les plus importants. Vous nous avez rejoint, Aurélien Duchesne, dites un mot de cela. C'est un navire qui est en fait presque une sorte de porte-avions. Hein. Il a la taille du Charles de Gaulle, le porte-avions français, 260 mètres. Et il y a 3 choses à bord de ce navire. Premièrement, c'est un navire à leur porte-hélicoptère, mais qui peut même emporter des avions. Deuxième chose, c'est un navire avec des capacités dites amphibies. Il peut déployer des engins de débarquement. Pourquoi, par exemple ? Eh bien, pour les îles qui bloquent le détroit d'Ormuz. Et enfin, c'est un navire qui peut déployer jusqu'à 2500, 3000 Marines. Donc, c'est un signal énorme envoyé à l'Iran, c'est qu'on déploie des capacités d'intervention, y compris au sol. Sophia Amara, à l'échelle de la région, on comprend là, on sera dans le détail, le général Richoux va nous rejoindre aussi, hein, à l'échelle de la région, on est là évidemment dans une force de frappe qui devient très considérable, encore plus qu'avant. Oui, exactement. Parce que si jamais ces négociations n'aboutissent pas, et tout semble indiquer que là, on piétine, même si, il faut le rappeler, eh bien, le cessez-le-feu tient toujours. Il y aura a priori, non pas, et ça, il semble que Donald Trump l'ait compris, on ne va pas rééditer les mêmes frappes, mais changer de stratégie, c'est-à-dire peut-être prendre 1 ou 2 ou 3 îles dans le détroit d'Ormuz pour faciliter, d'abord pour le débloquer et pour avoir de nouvelles cartes pour de nouvelles négociations. La personnalité de cet amiral est intéressante, hein. Brad Cooper, il a été en 89 nommé officier. C'est votre génération, général Richoux? Il est plus jeune que moi, mon ami. Il n'y a pas de coquetterie. Mais moi, je suis officier sous-lieutenant depuis 1984. Voilà. Disons, génération Richoux. Moi, je simplifie. Voilà. Et je simplifie et j'aime flatter. Chacun ses défauts. Voilà. J'ai une origine persane, voilà, orientale, comme Sophia Amara. J'aime flatter. Voilà. On ne se refait pas. L'honnêteté d'Aris Rosbach, voilà. à souligner. Donc, vous êtes jeune, et moi aussi, et tout le monde est jeune, quoi qu'il en soit. Sérieusement, donc, il a servi en Afghanistan, il a servi sur beaucoup de terres. Il fait partie de ces grands militaires américains qui, quels que soient les régimes, représentent quelque chose. Oui, absolument. Quand on connaît surtout l'importance du militaire aux États-Unis. Moi, je me souviens d'être arrivé à Washington, de passer les contrôles absolument, j'allais dire, sans précaution particulière. Oui. J'ai dit, je suis militaire. On m'a dit, welcome, sir. C'est ça, ouais. Et donc là, il y a une véritable prestige qui n'existe pas véritablement dans les autres sociétés. Gallagher Fenwick raconte, et Dieu sait qu'il peut être critique sur Trump, mais en revanche, il dit là, l'engagement militaire en général est valorisé. Il dit que dans les files d'attente, quand il y a des vétérans, par exemple, souvent les gens s'écartent pour laisser passer les vétérans. Il y a un prestige de l'armée américaine qui est resté très puissant. Oui, et ça, c'est très très visible quand on arrive. Véritablement, dès qu'on est en uniforme, véritablement, on est vu, on est félicité, les gens nous regardent, etc. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et là, vous avez quand même un des très grands patrons. C'est le patron de CENTCOM. C'est un des plus grands commandements des États-Unis. Alors c'est le grand commandement de la région, mais c'est un des plus grands commandements de l'armée américaine. Et donc, si on le médiatise, c'est bien pour montrer là que c'est le bâton. On est en train de montrer que demain... Il laisse pas tomber les forces sur place, voilà. Il est là. Et que demain, ça peut taper très rapidement et qu'ils sont prêts à taper. Alors il y a beaucoup d'indices ce soir qui vont dans ce sens-là, et vous êtes toujours avec nous, Guillaume Roquette, Noémie Alioua, Anne Niva, avec Aurélien Duchesne, avec vous Sophia Amara, avec vous Général Richoux, et avec vous Stéphane Goldin. Vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'unité d'élite de l'armée israélienne. Merci beaucoup à vous aussi d'être là. En Israël, justement, arrive sur un rythme exceptionnellement soutenu. Ces dernières heures, des tonnes et des tonnes de matériel et de munitions. 6500 tonnes en seulement 24 heures. Ces images-là montrent que Israël, qui est le bras armé, qui est aussi le fer de lance de toute cette guerre depuis le début, depuis février, visiblement se prépare à jouer un rôle. Stéphane Goldin.
Oui, Israël se reprépare à jouer un rôle et Israël, dans le fond, ne s'est pas complètement démobilisé depuis cette trêve. Alors c'est vrai que 6500 tonnes sont arrivées il y a quelques jours en Israël. C'est surtout du matériel léger, ce sont des camions, ce sont aussi beaucoup de munitions. Et c'est vrai que aussi il y a une remobilisation de l'armée de l'air concernant une possible intervention sur le territoire iranien dans les heures, dans les jours qui viennent, sachant quand même qu'en Israël, on reste toujours, je dirais, sur ces trois volontés. Avec une première volonté, c'est qu'Israël voudra aller jusqu'au bout, en tout cas, de la chute du régime, et ça a été dit, je dirais, dès le 28 février dernier. Il y a toute la question du nucléaire qui revient dans l'actualité israélienne, et c'est quelque chose de crucial compte tenu de la situation où l'Iran refuse dans sa négociation de revenir sur cette question-là. Et la troisième question reste toujours, évidemment, la question des missiles balistiques, qui est aussi cruciale pour l'État d'Israël. Il y a aussi des achats de F-15 et de F-35. Là, certains conjecturaient qu'il y aurait une sorte de froid parfois entre Israël et les États-Unis. Pas du tout. C'est le contraire qui est en train de se passer. Oui, absolument. Enfin, même le Danemark achète des F-35 alors que leur territoire a été menacé par l'administration Trump. Et dans le cas d'Israël, alors ils font des F-35 qui, de l'avis des Américains, sont meilleurs que les F-35 américains. C'est le Hadir, qui est une variante israélienne. Et les F-15, leur utilité, c'est aussi la frappe au sol. Les Strike Eagle, c'est pour faire de l'attaque au sol, du bombardement. On voit les priorités qui sont celles de l'armée israélienne aujourd'hui dans leur commande auprès des Américains. Quand on met bout à bout tout ce qui se passe depuis le 28 février, moi je suis quand même frappé de voir que systématiquement on dit Trump cherche une sorte de sortie, Trump n'ira pas, etc. Et en fait, continuellement, on va vers davantage de moyens. On a dit 100 fois aussi Israël, ils vont les lâcher, en tout cas ils vont pas aller là. Et en réalité, regardez, ce qui est en train de se passer, c'est une histoire d'amour entre Israël et Trump. C'est exactement ce qu'ils sont en train de montrer là. C'est-à-dire que pour ceux qui pensaient qu'il y avait encore des divergences entre les États-Unis et Israël, là c'est quand même la preuve de cette amitié qui est indéfectible, en tout cas sur le terrain politique et militaire. Il y a une véritable convergence pour l'instant des intérêts entre ces deux pays, alors même que l'on sait qu'ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs dans cette guerre, puisque Donald Trump, lui, à chaque fois dans les négociations, son obsession, et depuis toujours d'ailleurs, c'est le nucléaire, tandis que les Israéliens, eux, et il le disait très bien d'ailleurs, c'est faire changer le régime avant, c'est beaucoup plus large que ça, c'est aussi la question des proxys, c'est aussi la question du balistique, c'est la question beaucoup plus largement de ce régime qui pourrait tenir demain et continuer à menacer la région. Écoutez, Netanyahou, qui est vraiment l'homme au cœur de tout cela. On se rappelle, c'est le New York Times notamment qui avait raconté le 11 février de quelle façon il avait convaincu Trump d'y aller. Écoutez-le. Israël est plus fort que jamais et Israël doit toujours être bien plus fort que ses ennemis. C'est pourquoi je défends deux principes, le renforcement et l'indépendance. En ce qui concerne le renforcement, nous nous dotons de 2 escadrons d'avions modernes, des F-35 et des F-15 IA. Nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien et ils sont prêts à le faire si nécessaire. Voilà, il y a les déclarations, il y a les actes, il y a les preuves. En réalité, tout va dans un même sens. Oui, en tout cas, tout va vers l'escalade. Mais je pense que fondamentalement, Trump cherche une solution pour se sortir de ce mauvais pas. Vous faisiez allusion à l'article du New York Times qui date effectivement qui raconte quelques heures avant le déclenchement du conflit. Netanyahou convainc Trump qu'il va frapper l'ayatollah Khamenei, qui est le père de celui qui est actuellement au pouvoir, et que le régime va s'effondrer, et que ça n'est qu'une question de jours et que ça va être facile. Et puis, Trump, qui est tout sauf un imbécile, se rend compte que ça fonctionne pas. Alors, il se dit, est-ce qu'il faut frapper encore plus fort? Et pour ça, ce sont les matériels, le nouveau porte-avions qui arrive, et en même temps, le cessez-le-feu tient toujours, parce que je pense que dans une partie de sa tête, Trump se dit, mais finalement, cogner, on l'a déjà fait beaucoup, je crois qu'il y a eu 10 000, 12 000, 13 000 frappes, et ça n'a pas été suffisant pour faire tomber le régime, alors peut-être qu'il faut négocier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est vraiment la stratégie, parce que les discussions, en tout cas les propositions de discussion, elles continuent de part et d'autre. Est-ce qu'il y a une dimension personnelle? Regardez les images de Benjamin Netanyahou. Alors, il a voulu montrer qu'il gardait quand même la santé. Il se rend à la salle de, je sais pas quoi. Moi, je connais pas ces instruments. C'est la salle de sport. Ah, mais vous connaissez, Boigny, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est l'instrument là? À l'extérieur, pas en salle. Qu'est-ce que c'est l'instrument là? C'est du tirage.
Ça va pas l'air très dur. Hein. Exactement. Non, c'est pas très dur. Là, les poids sont pas. Mais il est en forme, Netanyahou. Je comprends pas. Alors, il a un cancer de la prostate. Ça a été annoncé officiellement. Oui. Est-ce que c'est l'affaire de sa vie? C'est-à-dire, on sait combien il divise l'opinion internationale. Pour les uns, c'est un criminel de guerre. Pour une partie d'Israéliens substantielle, puisqu'il est toujours Premier ministre, il est le tenant de la politique israélienne. Est-ce que c'est la grande affaire de sa vie? Oui, c'est la grande affaire de sa vie. D'ailleurs, il a été à bonne école, son père, son frère. Et puis, là, il a eu une fenêtre. Ça fait longtemps qu'il milite pour faire tomber le régime iranien, qui est un régime qui, c'est indéniable, est un régime déstabilisateur dans la région, qui menace Israël, qui a pris en otage de nombreux pays arabes. Il a aussi milité pour la guerre de 2003 en Irak, rappelez-vous. Donc, c'est un va-t-en-guerre. C'est indéniable. Oui. Assumé, au moins il est clair. Alors évidemment, ce qu'il ne dit pas, c'est que évidemment que l'Iran est un adversaire redoutable. Ce qu'il ne dit pas, c'est que souvent il fait la guerre à tous les pays voisins et que pour assurer la sécurité de son propre peuple, il est prêt à faire la guerre à tout le monde, même si le plus simple moyen, c'est déjà de libérer les territoires occupés. Ça, il ne le dit jamais. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il est conscient qu'il a une certaine influence en tant que Premier ministre israélien auprès des Américains. Cette influence est en train de s'éroder, même parmi non seulement les démocrates, mais même parmi les républicains. Et à la minute où nous parlons, les choses avancent très vite, puisque Trump fait une déclaration sur son réseau social sur la suite des événements. Et je vous lis, c'est en substance des pays du monde entier, pour la plupart étrangers au conflit qui fait rage au Proche-Orient, ont sollicité l'aide des États-Unis pour les libérer, immobilisés dans le détroit d'Ormuz. Ils sont de simples spectateurs neutres et innocents. Dans l'intérêt de l'Iran, du Proche-Orient, des États-Unis, nous avons assuré à ces pays que nous guiderons leurs navires hors de ces voies navigables. Et il annonce une opération. Cette opération baptisée Projet Liberté débutera lundi matin, heure du Proche-Orient. Je suis pleinement conscient que mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran. Tous ont indiqué qu'ils ne reviendraient pas tant que la zone ne sera pas de nouveau sûre pour la navigation. Dit-il, il s'agit d'un geste humanitaire de la part des États-Unis, des pays du Proche-Orient et en particulier de l'Iran. Comment vous interprétez ça ? Il y a deux choses. Alors, soit effectivement, il a vraiment réussi à monter une coalition, voire un instrument d'intervention pour la liberté. J'ai un plus gros doute. Oui. Et le deuxième aspect, c'est est-ce qu'il va commencer à déployer des moyens propres aux Américains ? Ils n'ont que 27 navires de guerre dans la zone. C'est suffisant pour faire un blocus comme ils le font, mais ça n'est pas suffisant pour libérer le détroit. Et pour libérer le détroit, il faut commencer par libérer les îles qui bloquent le détroit. Les Américains en ont les moyens, mais est-ce qu'ils sont prêts à envoyer des troupes au sol pour ça ? Quelle est la traduction militaire ? On verra dans les prochaines heures, c'est un moment important, puisque Trump parle de lundi matin, donc c'est vraiment dans quelques heures. Oui. Il y a quelques images qui montrent les moyens maritimes et aériens qui sont en train de rapprocher. D'abord les moyens maritimes, il y a notamment l'USS Black, il y a l'USS Bush qui, évidemment, une pièce maîtresse. Zev Goldin, comment est-ce que vous comprenez, Stéphane Goldin, cette déclaration de Trump ce soir ? Je pense que c'est une déclaration de plus, entre guillemets, parce que ce type d'opération, en général, on ne va pas le dire et on ne va pas l'annoncer quelques heures à l'avance. Donc je pense que toutes ces propos de Donald Trump, c'est pour mettre encore une fois une pression sur les Iraniens qui ont dans le fond rendu leur feuille par rapport aux négociations qui se passent entre les États-Unis et l'Iran, refusant concrètement de renégocier la question de l'uranium, refusant aussi toutes les questions autour du détroit d'Ormuz. Donc, j'ai du mal à imaginer que Donald Trump puisse annoncer en amont, à l'avance, que les opérations pourraient commencer lundi matin, en précisant pratiquement l'heure à quelle heure cela pourrait commencer. Avec l'hypothèse qui est une discussion fructueuse avec les Iraniens, puisqu'il dit aussi « Je suis pleinement conscient que mes représentants », je pense qu'il parle de Jared Kushner et de Steve Witkoff, ont des discussions très positives avec l'Iran et que ces discussions pourraient aboutir à une issue très favorable pour nous tous. Il y a toujours les deux mains, la main de la paix et la main de la guerre. Et le bâton. Mais il est dans la négociation par la force. C'est pas la paix par la force, c'est la négociation par la force. Donald Trump, il opère là une pression maximale. Il menace de rompre le cessez-le-feu et il est toujours en train d'être. Et les Iraniens d'ailleurs tout le week-end lui ont répondu exactement de la même façon, c'est-à-dire nous sommes prêts à faire la guerre et à négocier en même temps. Alors que Donald Trump était en train de dire, moi je négocie, mais je suis prêt à faire la guerre en même temps. Donc ils sont complètement en miroir.
Est-ce qu'ils ont les moyens d'escorter les navires? Puisque maintenant, on va voir plus tard tout le dispositif aérien, il y a aussi les ADIS, il y a moyens considérables qui sont amenés. Est-ce qu'ils ont les moyens, général, selon vous, et je vous pose la question à tous, d'escorter les navires, de faire une sorte de police du détroit? Physiquement, oui, ils ont les moyens de se saisir du détroit et puis de faire une escorte de navires. Ça ne voudra pas dire que les navires ne seront pas attaqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mines dans le détroit d'Ormuz. Attendez, comment est-ce que vous faites? Vous mettez un navire devant chaque c'est-à-dire, chaque oui, bateau? non, alors là il y a deux menaces, si vous voulez. Il y a une menace antiaérienne, il faut établir une bulle autour des navires, et puis il faut aussi neutraliser les menaces anti-navires, c'est-à-dire les menaces oui, donc c'est pas si facile. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Donc, théoriquement, oui, sur le plan physique, si vous voulez escorter un navire, vous y arriverez. Dans la durée, vous imaginez, tous les jours, il va falloir faire... Il y a un bon général auprès de Trump, parce que vous commencez par dire, pas de problème, je vous le fais, on le fait demain. Non, mais après ça se gâte. Mais écoutez, il y a des centaines de navires en attente. Il paraît qu'il y a plus de 20 000 marins qui sont en train d'attendre de part et d'autre. Oui, donc c'est une grosse affaire. Si votre question c'est, est-on capable de rétablir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz, je vous dis non. Si vous me dites, est-il capable de se saisir du détroit et d'escorter un bâtiment, je vous dis oui. Voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, ça va résoudre la situation par la force. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, les Américains sont prudents. C'est-à-dire que les bateaux, ils sont plutôt à la sortie du détroit. Parce que les Américains ne s'aventurent pas à l'intérieur du détroit, premier point. Deuxième point, comme le rappelait le général Richoux, les bateaux sont très nombreux. On estime qu'ils sont entre 1000 et 2000 bateaux. Donc effectivement, s'il faut faire sortir tout ce monde-là, c'est impossible à sécuriser. Il y a 1500 km de côte côté iranien. Derrière chaque caillou, le long du détroit à la frontière nord, côté nord, il peut y avoir un lance-missile iranien planqué, prêt à tirer. Donc ce serait une opération absolument gigantesque. Je vois pas comment il pourrait faire. Stéphane Goldin, même question. S'il s'agit d'escorter, parce que les déclarations de Trump sont ambiguës, et c'est toujours intéressant. Il sait très bien quand il veut être ambigu, c'est qu'il souhaite être ambigu pour troubler pour que l'ennemi soit pas très au clair de ce qu'il va faire. Mais si effectivement il y a une sorte de mission d'escorte, comment ça se fait? Et vous voyez, ça va être d'abord très complexe parce que, comme on l'a rappelé, et comme il a déjà été dit, ce détroit, il est très court, il est pas très large. Vous avez 2 chenals concrètement, avec des bateaux qui peuvent même pas tourner sur eux-mêmes. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, donc il va falloir accompagner ces bateaux. Il va falloir aussi qu'il y ait un survol aérien pour évidemment surveiller les côtes, parce que évidemment il peut y avoir aussi des attaques venant des côtes de la côte terrestre iranienne. De plus, n'oublions pas aussi une chose. Il y a au sein de l'armée, de la marine iranienne, ce qu'on appelle des drones de poche, des petits drones qui sont très furtifs, qui sont très, je dirais, non pas furtifs, mais en tout cas qui se manipulent très facilement et qui ont une possibilité d'attaquer frontalement les navires, toutes sortes de navires, et donc ça va être beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Donc il va falloir amener des forces. Alors c'est vrai qu'il y a la force américaine il y a la marine américaine, il y a l'armée de l'air américaine, mais c'est vrai qu'on est concentré sur une zone qui est très étroite, et donc il va falloir sécuriser toute la zone pour accompagner tous ces bateaux. Cela étant, Trump aime les choses qui ont de la gueule, et là, ça aurait de la gueule. Si on imagine effectivement chaque navire qui est accompagné d'une chaîne de destroyers qui est des fonds passés, je ne sais pas si ça marche. D'abord, ça va coûter très cher, parce que là, on passe sa vie à escorter, donc là, ça coûte très cher. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut rajouter à tout ça, c'est qu'ils ont à peu près 24 sous-marins de poche. Et les petits sous-marins de poche, ils se posent au fond de l'eau, ils sont sur batterie, et ils attendent. Et ils sont particulièrement silencieux. Les Allemands savaient faire très, très, très bien ça au fond de la Baltique pendant la guerre froide, et donc c'est une menace supplémentaire. Donc sur le plan de l'efficacité économique, j'allais dire, c'est-à-dire le but c'est de rouvrir le détroit, ça ne fonctionnera pas. Regardez là le ravitaillement qui arrive, parce que tout va dans le même sens ce soir, c'est-à-dire les déclarations de Trump, si vous nous rejoignez, qui sont assez spectaculaires ce soir, où il laisse entendre que la navire américaine pourrait, par la force, escorter les navires pour en fait forcer, libérer le passage, une sorte de chasse-neige militaire dans la région. Sur l'eau. Et puis il y a ces images des ravitaillements où, de façon très massive, alors, il y a beaucoup de munitions. Quel type de munitions peuvent être amenées, Aurélien Duchesne, en si grand nombre sur l'USS Black et l'USS Bush?
Il peut y avoir d'abord des intercepteurs. Ce qui manque le plus aux Américains, y compris pour faire une bulle de défense aérienne, ce sont des missiles intercepteurs contre les missiles, voire contre les drones. Il y a aussi, alors là c'est davantage pour les bombardiers, des bombes comme les GBU-32. Ça a été utilisé en masse pendant les 5 semaines de conflit actif. Et le troisième type de munitions, ça va aussi être pour tout simplement réapprovisionner peut-être la protection des bases. Les Américains ont encaissé 5 milliards de dollars de dégâts et le retour d'expérience qu'on a été fait, c'est qu'il manquait de défense aérienne pour les bases au sol. Là, il y a une menace dans le texte de Trump. C'est toujours intéressant. Les gens, quand il est dans l'understatement, c'est là où il faut se méfier le plus. Quand il est dans l'hyperbole, on peut être rassuré parce que là, il fait beaucoup chaud. Et là, il est dans l'understatement. La phrase la plus importante, c'est là qu'il dit « Si de quelque manière que ce soit, ce processus humanitaire est entravé, cette ingérence devra malheureusement être traitée avec fermeté. » Humanitaire, ça fait depuis plusieurs fois que Trump utilise ce mot, c'est-à-dire il dit « je vais tous les pulvériser », mais en même temps, être traité avec fermeté pour raison humanitaire. Et là, vous venez de souligner son côté humanitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, ça vient tout de suite, vous avez raison, c'est quand il est dans l'understatement, donc côté humanitaire, mais ensuite, ça part dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Cette ingérence devra malheureusement être traitée avec fermeté, ça veut dire on répondra. Destruction. On va vous exploser. Ça va être... Oui, on va vous destruire, mais si c'était si simple, pourquoi sur le banc à droite, c'est les militaristes. Sophia Mara qui dit on va vous exploser, et vous dites ça va être la destruction immédiate. On traduit les propos de Trump. Je traduis les propos de Trump. C'est ce qu'ils vont le faire. Mais si c'était aussi simple, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Si la solution existait. Moi, je me rappelle qu'il a fait passer de destroyers, me semble-t-il. Ils ont fait un petit tour dans l'eau. Ils sont revenus et il nous a expliqué que le détroit était ouvert. Mais entre-temps, et on est 3 semaines après, et c'est toujours pas ouvert. Et d'un seul coup, il nous explique qu'il a la solution miracle. Mais moi, je vous dis que lundi, le détroit ne sera pas ouvert. Vous voyez? Est-ce que vous pariez, Général? Je parie. Dans quelques heures, donc. Pariez votre pochette. On se voit lundi soir, donc on a le temps d'en reparler. Stéphane Goldin, est-ce que vous êtes aussi sceptique? Là, il y a une rivalité de sceptiques sur le plateau. Est-ce que vous êtes aussi sceptique? Écoutez, c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations doivent se poser parce que c'est vrai que le détroit d'Ormuz, c'est dans le fond, aujourd'hui, et on a vu ces derniers temps, les Iraniens crier entre guillemets victoire. Pourquoi ils crient victoire? Parce que, dans le fond, ils ont mis en place toute cette opposition à l'ouverture du détroit d'Ormuz. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, ils ont toujours des proxys qui fonctionnent comme le Hezbollah. Et troisièmement, il n'y a pas eu non plus d'intervention terrestre sur le territoire iranien. Donc c'est vrai que nous sommes face à une véritable problématique. La question du détroit d'Ormuz, c'est une question stratégique, militaire, qui est compliquée, qui est complexe. Et c'est vrai que sans sécuriser le territoire iranien, et on a rappelé qu'il y avait aussi des sous-marins de poche qui pouvaient être très dangereux. Je ne pense pas que le détroit ait été miné, et toujours est-il que ça va être véritablement une complexité militaire pour ouvrir ce détroit d'Ormuz. Maintenant, il peut y avoir d'autres opérations qui peuvent se faire en parallèle, justement pour maîtriser les Iraniens et pour pas qu'ils puissent avancer et qu'ils ne puissent pas, je dirais, intervenir pour pouvoir justement... Stéphane Goldin, allez directement au fond de votre pensée. Vous êtes un officier israélien. J'ai jamais très bien compris d'ailleurs ce que vous faisiez exactement comme commandant d'unité d'élite de Tsahal. C'est quand c'est sérieux en général qu'on ne sait pas. Est-ce que vous piaffez? Est-ce que les militaires israéliens piaffent? Est-ce qu'ils auraient envie d'aller plus vite, plus fort? C'est les échos qu'on a d'Israël. Est-ce que c'est votre sentiment? Bien sûr que les officiers israéliens, enfin l'état-major israélien, l'ensemble même de la population israélienne aimerait qu'on puisse, je dirais, passer la troisième et avancer un peu plus rapidement sur cette opération. Maintenant, que les choses soient claires, cette opération, elle a commencé le 28 février. Ça ne fait pas si longtemps que cela. Alors c'est vrai que tout le monde voudrait avoir une guerre blitzkrieg, quelque chose de très rapide, mais comprenez que l'Iran est un immense continent. Comprenez que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Comprenez que l'Iran, c'était une armée aussi qui est très forte. Je dis bien c'était. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des restes qui sont toujours présents. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Stéphane Goldin. C'est vrai qu'en tout cas, pour Israël, on aurait la volonté d'avancer beaucoup plus rapidement, quitte à amener peut-être des unités spéciales
pour des opérations bien distinctes au sol pour qu'elles puissent repartir directement après. Stéphane Goldin, moi je suis frappé, réaction sur ce plateau. Même les Israéliens considèrent que c'est un gros morceau. On a peut-être sous-estimé le fait que l'Iran est un très gros morceau. C'est un très gros morceau. Oui, de ce côté-là, par exemple, quand on parlait en Israël d'envoyer des unités Sayeret, spéciales, etc., dans l'idée que tout allait s'effondrer en 2 semaines, ça n'a pas été le cas. Mais les Israéliens, eux, font du retour d'expérience et ils ont quand même quelque chose de constant chez eux. Ils disaient déjà l'an dernier, quand ils avaient interrompu au bout d'une action en juin 2025, où il y avait vraiment un potentiel pour abattre le régime, les Israéliens s'estiment frustrés dans le fait que les Américains aient tout mis en pause. Les Israéliens sont restés constants depuis le début, ils savent que c'est un gros morceau, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cette fois, est-ce que les choses ont changé ? Regardez, écoutez Trump, il vous répond, général Richoux. Vous le sceptique, il dit cette fois-ci, il y a une grande différence avec ce qui se passait il y a 65 jours, c'est que nous sommes beaucoup plus armés. Eh bien, je suis rassuré. Nous en avons plus que nous n'en avons jamais eu. Partout dans le monde, nous avons des stocks militaires. Partout dans le monde, nous avons de vastes quantités de munitions. Et actuellement, nous avons 2 fois plus que ce que nous avions lorsque la guerre a commencé. Alors voilà les propos, est-ce que les actes suivent ? Regardez, activité des avions militaires américains. On peut suivre Flight Radar. Et effectivement, il y a une intensification très nette. Le trafic aérien militaire américain connaît en ce moment une hausse très importante, principalement composée d'avions de transport et de ravitaillement en vol entre les États-Unis, l'Europe et les pays du Proche-Orient, notamment Ramstein. Vous étiez, général Richoux. On voit sur la carte, ça part de Ramstein. La plupart des appareils envoyés dans la région étaient des avions cargo militaires C-17, Globemaster, capables chacun d'emporter environ 77 tonnes d'équipement et une centaine de personnes. Oui, il y a 3 types de gros transporteurs. Il y a les C-130, les C-17 et les C-5, C-5M. Ça, c'est vraiment la catégorie absolue. Ils peuvent emporter des chars d'assaut et de l'artillerie lourde. Et les C-17 qui sont en train de transporter en masse, ils peuvent faire plus que de la petite logistique. Ils peuvent emporter des missiles, ils ont une capacité d'emport qui crédibilise à mon sens l'idée que tout ça, ça n'est pas que de la gonflette entre guillemets pour faire pression sur l'Iran et que les Américains se préparent à reprendre les hostilités. Lire l'Europe et ses armées, signé Aurélien Duchesne et Robin Gastaldi, je plaisante, mais non, c'est 300 pages, c'est une somme, et effectivement, je suis sûr qu'il y a un chapitre C-17, il faut chercher, on en parle. J'ai pas tout lu, j'avoue, mais... Je suis même monté à bord des C-130, par exemple, de l'armée allemande, donc on en parle dans le bouquin aussi. En tout cas, très visiblement là, il y a effectivement, quand on met bout à bout tout ce qu'on a vu là, même le général Richoux va être forcé d'avouer qu'on n'est pas tout à fait dans la même configuration qu'il y a 5 jours, 10 jours ou 20 jours. Mais il y a surtout un élément dont on n'a pas encore parlé qui est quand même très important. Vous avez bien vu déjà que cette opération a été renommée. On est passé de Epic Fury à Economic Fury. Ah non, j'ai raté ça. Parce que, oui, non, ils ont changé. Sérieusement ? Mais oui, sérieusement, parce qu'en fait, tout s'est concentré autour de l'économie. On ne parle pas suffisamment des conséquences économiques. On est passé de l'épopée à mais oui, mais on est tout le temps en train de parler des ratés américains. Il faudrait peut-être montrer ce qui est en train de se passer. Des ratés, on répond aux questions qu'on nous pose. Non mais d'accord, mais il faut peut-être relativiser un petit peu, si je peux me permettre, relativiser un petit peu l'échec américain sur plusieurs points. Vous savez très bien que l'Iran, environ entre 40 et 50% des recettes de l'État proviennent du pétrole. Or, vous le savez aussi, depuis le double blocus américain, ils ne peuvent pas vendre le pétrole, ils ont des réservoirs qui débordent et d'ailleurs, il y a des analystes qui disent que d'ici 2 semaines, ils risquent de devoir restreindre leur production parce qu'ils n'auront pas les moyens de les stocker. Vous avez des réservoirs, des infrastructures, même des défectueuses qui ont été prises en charge. On nous a dit 2 semaines la semaine dernière, je vous signale. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de stock de pétrole et de vente de pétrole. C'est-à-dire que si on peut voir au moins peut-être le début d'une victoire côté américain, c'est sur la question économique. Vous avez un État qui va être de plus en plus étranglé, qui ne va pas pouvoir continuer à vendre son pétrole, etc. Dans le fil de ce que vous dites, d'ailleurs, ça touche aussi la population iranienne qui est en manque de tout en ce moment. On ne peut pas considérer que ça, ce n'est rien dans cette situation de guerre. C'est aussi une des conséquences. C'est pas rien. Ils sont sous embargo depuis 47 ans. Oui, mais là, comment pouvez-vous imaginer qu'ils vont être mis à genoux en 15 jours ? Ils ont contourné absolument tous les processus internationaux pour pouvoir vendre leur pétrole très largement. Or là, avec ce double blocus, ils ne peuvent plus le vendre. La logique de l'étouffement. Regardez cet énorme aéronef. La logique vraiment de l'industrie, parce qu'il y a une dimension industrielle dans la guerre américaine. Ils mettent tellement de logistique comme s'ils voulaient étouffer littéralement l'Iran. Oui, mais ça c'est assez simple, si je ne m'abuse, en termes de très gros transporteurs. Mais les Américains font quelque chose que ni les Russes ni les Chinois ne peuvent faire, c'est qu'ils sont capables de projeter. Ils ont 600 avions de la région,
plus les 200 avions de l'armée israélienne. Ils sont capables de projeter sur zone une 50aine de milliers d'hommes. Aucun pays n'est capable de projeter par les seules voies aériennes autant de force. Cela dit, le déchaînement de puissance aérienne ne se substitue pas à des hommes au sol. Et il y a un moment où les Américains devront y recourir. Ces images sont très impressionnantes, des images sur l'énormité du C5, c'est un C5, hein. Stéphane Goldin, cette idée qu'on est passé d'une logique de bombardement à une logique vraiment d'étouffement, c'est-à-dire par l'énorme C-17 ou C5 C-17. Okay. L'énorme machine américaine peut étouffer littéralement l'Iran. Oui, nous sommes exactement dans cette phase chronologique qui est menée depuis le début de cette guerre. Je voudrais simplement rappeler quelque chose que dans le fond, depuis le début, cette guerre avait 3 volets. Il y avait d'abord un volet militaire d'attaque sur les forces iraniennes, sur la destruction, je dirais, de sa défense aérienne pour ce qui lui en restait, pour frapper les zones où il y avait des zones de lancement de missiles balistiques. Il y a cette deuxième phase qui est aussi de frapper les zones qui pourraient, je dirais, qui touchent l'économie iranienne afin d'amoindrir, je dirais, le régime, de le fragiliser. Il faut quand même rappeler les choses. Tous les jours, il y a actuellement des Iraniens qui continuent à être pendus en Iran. Troisième chose, et là, j'en reviens à un troisième volet, il faut rappeler ce qu'a dit le patron du Mossad, donc des services secrets israéliens, que cette guerre allait se faire avec une troisième phase, qui était une phase où les militaires sortiraient, où là, par contre, il y aurait plutôt des forces du renseignement qui seraient à terre pour aider les Iraniens à renverser ce régime. Et je pense que nous arrivons dans cette deuxième phase où vont être frappés un peu plus fortement tout le volet économique pour, encore une fois, fragiliser encore plus le régime iranien, pour arriver à porter, entre guillemets, des stockades. Et ça prendra encore un peu de temps. Merci beaucoup. À la fin du compte, les services de renseignement qui aideront la population iranienne à se défaire de ce régime. Merci beaucoup. Alors c'est un C5 ou un C-17 pour finir? C'est un C5. C'est bien un C5 à la gueule. Ouais. Regardez, l'autre avion qui est amené en grande force et qui est peut-être le plus emblématique de ce qui peut être dans ce que Trump annonce là, il y a quelques dizaines de minutes, une action très offensive, mais près du sol ou près du détroit ou près des côtes du détroit, c'est l'A-10. Et vous avez toujours dit sur ce plateau, ça c'est l'avion. D'ailleurs, on voit, sauf erreur, au bout du nez, la mitrailleuse extrêmement rapide avec cette espèce de rotation qui permet. Dites un mot de ça, s'il vous plaît. Alors, mitrailleuse qui est tellement puissante que son effet de recul annule en partie la force de propulsion de cet avion. Alors c'est un avion qui a même un dessous de coque en titane. Il a été qualifié parfois de blindé volant. Il fait des attaques au sol rapprochées. Il est lent et vétuste, mais il a montré toute son utilité, y compris en Afghanistan où était le général Arichou. Et ça, évidemment, il peut attaquer aussi bien des chars que des fortifications. Expliquez bien votre histoire de tir, c'est-à-dire que la poussée est telle du tir que ça annule la poussée du réacteur. En partie, donc la propulsion par le moteur de l'avion et en partie annulé par l'effet de recul. Ça ne suffit pas, mais c'est un des canons les plus puissants au monde qui est embarqué quand même. Il va moins vite. Voilà. C'est mieux dit. Il ne recule pas. Mais regardez, soyez attentifs aux images parce que sur certaines des images, on voit vraiment au bout du nez de l'avion cette énorme mitrailleuse qui est vraiment une fonction directe de viser des gens au sol. Oui, et de viser des chars, effectivement. Et comme en plus, comme ça vient d'être dit très bien, l'avion est blindé, il peut passer relativement bas et relativement lentement sans se faire allumer pour autant. Ce qui est intéressant, c'est que on voyait avant des très gros avions qui servent à transporter des chars ou des hélicoptères. On voit cet avion-là qui est un avion de combat au sol. Effectivement, ça fait un certain nombre d'éléments concordants pour dire que les Américains sont peut-être en train de préparer. On voit, il y a cette espèce de dessin un peu, mais il y a en dessous là. Il a été créé pour être un chasseur de chars. Il a été créé typiquement pour la guerre froide, pour les grosses cohortes les milliers de chars soviétiques. Donc c'est un chasseur de chars. Donc lui, il va aller chercher peut-être les batteries, les troupes au sol, etc. Il peut pas faire beaucoup plus. Mais c'est vraiment une arme tactique, ça. C'est pas un bombardier stratégique qui va aller bombarder dans la profondeur, très très loin, etc. Il va aller bombarder, par exemple, les troupes qui sont sur une île, par exemple, avant de pouvoir. Eh bien, écoutons le pape du journalisme aérien, aéronautique. Vous êtes avec nous, Michel Polaco. Merci beaucoup d'être là. Expliquez-nous là.
l'usage de cet avion si, et je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, une déclaration de Trump ce soir disant qu'il va par la force libérer le détroit. Par la force ou par la négociation, c'est un peu ambigu, mais enfin, il dit bien, si de quelque manière que ce soit le processus est entravé, cette ingérence devra malheureusement être traitée avec fermeté. Est-ce que fermeté, ça veut dire l'avion qu'on voit là ? C'est un des outils, mais il n'y a pas que cet outil, et de loin. Je vous entendais parler de la manière possible pour dégager les dangers du détroit d'Ormuz. Il faut aussi bien se dire que je pense que la machine qui sera la plus utilisée, après que, je dirais, l'ensemble du territoire ait été bien, si on peut dire, préparé, ce seront des hélicoptères, parce que les hélicoptères permettent de faire de la lutte anti-navire, c'est-à-dire anti-surface et anti-sous-marin, pour le cas où il y aurait justement des sous-marins de poche ou des choses comme ça. Mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'hélicoptères, ces hélicoptères qui sont basés essentiellement sur les porte-hélicoptères d'assaut, sur les bâtiments d'assaut, qui sont en fait aussi des porte-avions, puisqu'ils ont des F-35 à bord. Mais le A-10 est évidemment une machine qui peut être utilisée, par exemple, sur des vedettes lance-missiles, lance-torpilles ou des choses comme ça. Mais ce ne sera évidemment pas le seul appareil utilisé. On avait dit sur ce plateau, c'est Michel Goya, hein, au point où on en est, Trump voudra une victoire visible. Hein. Est-ce que ça peut être ça ? C'est-à-dire à l'échelle du détroit, c'est pas les bombardements, on ne sait pas où ça va de cet immense pays, mais à l'échelle du détroit, de manière ciblée, au moins contrôler une fraction du détroit pour laisser passer les bateaux. Alors, passer les bateaux, ça ne dépend pas de lui, en fait. On le dit toujours et on a tendance à l'oublier. Et si les assureurs ne payent pas, les bateaux passent pas. Ou si les assureurs ne donnent pas leur feu vert. Oui. Par contre, ce qui semble être possible, c'est de prendre une ou quelques îles dans le détroit, non pas pour dans le Golfe, non pas pour faciliter le passage des bateaux, mais simplement pour avoir une carte en main pour faciliter les négociations et dire aux Iraniens, voilà, on tient un petit bout de votre territoire. Ça pourrait être Keshm, ça pourrait être l'Arak, ou bien ça pourrait être la petite et la grande Tombe et Abu Moussa, qui sont des îles iraniennes, mais en réalité, les Émiratis considèrent qu'elles leur appartiennent et il y a un conflit territorial sur ces îles-là, et ils pourraient peut-être le faire en collaboration avec les Émiratis. Oui, Donald Trump, par ce tweet de ce soir, ce qu'il veut montrer, c'est que c'est pas les Iraniens qui vont l'empêcher de quoi que ce soit. En fait, il est agacé au plus haut point, voire en furie, enragé, peut-être ça se comprend, du fait que les Iraniens ont sorti de leur manche le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire cet atout, ce joker du détroit d'Ormuz, il ne s'y attendait pas, et il a mis d'ailleurs un certain temps avant d'organiser ce contre-blocus. Et le fait que d'ailleurs beaucoup de médias dans le monde présentent en quelque sorte, pas à égalité, mais en face à face, les troupes américaines qui ne sont pas encore boots on the ground, mais qui sont en train d'opérer ce barrage assez loin dans le détroit d'Ormuz, et les troupes de ce qui reste de la marine iranienne, alors qu'il dit qu'il l'a complètement anéanti, ne lui plaît pas. Donc il faut qu'il montre. Alors il dit, voilà, ça va commencer tel jour, telle heure, là, et donc c'est lundi dans quelques heures. Est-ce que c'est une manière de forcer le destin ? C'est-à-dire, rappelez-vous le blocus de Berlin, où les Américains avaient commencé à survoler, évidemment, et les Soviétiques n'ont pas osé tirer sur les avions, quoi. Est-ce que là, de la même façon, si les navires passent, les Iraniens prendront de grands risques s'ils se mettent à tirer sur les... Moi, je pense que les Iraniens tireront. Ils l'ont déjà fait. Il suffit de détruire un pétrolier, un Shahed sur un pétrolier, et puis l'affaire est réglée. Hein. C'est toujours le problème. C'est une chose de tirer sur un bateau isolé, c'est une autre chose de tirer sur un bateau avec un destroyer derrière. C'est toujours ce que l'on dit depuis le début. C'est saisir militairement du détroit n'est pas rétablir la liberté de circulation. On le dira jamais suffisamment. Parce que vous adressez à des acteurs économiques. C'est surtout pas la fin de la guerre. Et donc, il suffit de taper un et puis là, tout le monde Vous s'arrête. êtes vraiment sceptique, général. Hein. Ah ben moi, je me rappelle pas, dans les guignols de l'info, il y a un personnage, c'est sur Twitter quelqu'un là, qui répète toujours marchera pas. Ouais. Ça marchera pas. Ça vous dit rien ? Ça vous fait penser au général Richoux. Non, mais écoutez, moi, généralement, je connais les limites de nos armes et de ce qu'on est capable de faire avec dans le domaine militaire. Et il y a des choses on est dans le film hollywoodien. Et donc peut-être qu'on est d'ailleurs influencé. Général Richoux. C'est un moyen de négocier.
Voilà, c'est un moyen de négocier. Mais l'action militaire n'est pas un film d'Hollywood où on fait une passe et le truc est réglé. Voilà, c'est pas comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un contraste intéressant entre la violence des bombardements qui ont eu lieu sur l'Iran et une forme de retenue réciproque, respective des deux camps pour tout ce qui concerne le détroit d'Ormuz et les infrastructures pétrolières. Parce que par exemple, on a beaucoup parlé de cette île de Kar, qui est une espèce de terminal de port en eau profonde par lequel l'essentiel du pétrole iranien sort. Les Américains n'ont pas détruit les installations pétrolières de la même façon que si les Iraniens avaient voulu, ils auraient pu tirer sur des bateaux qui voulaient sortir. Or, ils ne le font pas, comme s'ils étaient conscients que la guerre basculerait dans autre chose, c'est-à-dire effectivement une sorte de guerre mondiale, avec toutes les guillemets qui s'imposent, parce que c'est toute l'économie mondiale qui serait affectée durablement. Quels sont les moyens maritimes, toujours dans cette... Si effectivement ils veulent forcer le destin, escorter les navires pour de force, les faire passer le détroit, Michel Polaco, on voyait tout à l'heure l'amiral Cooper, le patron du CENTCOM, être à bord du Tripoli. Et tout ce qui est en fait un porte-hélicoptère. Là, ce serait un centre d'action visiblement. Écoutez, là, je peux pas vous dire ce que c'est parce que je vois pas assez de détails pour pouvoir vous dire ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour l'essentiel un travail pour les marins, mais avant que les marins puissent s'attaquer à la tâche de la sécurisation des eaux du golfe d'Arabie ou du golfe Persique, il faut aussi que les autres forces interviennent pour détruire les menaces sur les côtes, détruire des menaces qui peut-être demeurent sur les îles dont vous avez parlé, Karg, Kesh, etc., etc. Et à partir du moment où il n'y a plus de menaces, à partir de zones terrestres, à ce moment-là, les marins peuvent intervenir avec notamment les avions de patrouille maritime. Les Américains en possèdent un bon paquet, avec les hélicoptères de guerre anti-sous-marine, ASM, les avions ASM aussi. Donc tout ça, si vous voulez, c'est du matériel que les Américains possèdent. Bon, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas voulu rentrer dans cette escalade dans les eaux du Golfe. Je pense qu'il s'agissait aussi de ne pas gravir un échelon dans la gravité des affrontements dans cette zone. Maintenant, s'ils veulent pouvoir rendre la circulation possible dans le Golfe, ils vont être obligés de le faire, mais ils ne vont pas escorter les bateaux avec des gros bâtiments à l'intérieur du Golfe. Ils ne vont pas mettre leurs gros bâtiments en danger. Ce sont des appareils aériens ou éventuellement maritimes et des petits navires, des petits bateaux qui feront le travail. Évidemment, c'est pareil, les sous-marins n'entreront pas dans le Golfe. Les eaux ne sont pas assez profondes et ils seraient en danger. Les Iraniens ne vont pas rester inertes. Regardez, déjà maintenant, ils s'activent avec leur fameuse petite vedette dont vous parliez parmi les premières, Sophia Amara. Il y a beaucoup d'images, notamment aériennes, qui permettent de voir ces vedettes qui attaquent en essaim, avec cette espèce de raid. Voilà. Là, il faut bien forcer l'œil. Il faut forcer l'œil un petit peu. Il faut forcer l'œil. C'est des paillettes dans l'océan, mais on les voit effectivement. Moi qui ai une myopie de -5, là, si j'en ai une lunette, je vois plus rien. Quoi qu'il en soit, vous voyez les petits potaches blanches, ce sont les vedettes. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Allez, voilà. Oui. Et là, vous voyez. Il y a une espèce de nuée. On comprend mieux d'ailleurs ce qualificatif de flotte moustique qu'on utilise parfois pour ces petites vedettes, parce qu'effectivement, des tout petits engins dont on comprend bien que ils sont très difficiles à atteindre, parce que d'abord ils sont nombreux, ensuite ils sont furtifs, ils se planquent facilement, mais que avec une ou deux petites roquettes et lance-roquettes à bord, elles peuvent faire du mal, et que donc elles représentent un danger qui est un danger complexe parce que c'est un danger diffus. C'est pour ça que quand les Américains disent on est venu à bout de la marine iranienne, c'est probablement vrai pour les gros bateaux, mais pas pour ces petits engins-là. L'image aérienne est très spectaculaire. On les comptait l'autre jour, il y a 29 de ces vedettes qui foncent sur un navire et qui sont visiblement difficiles à arrêter. Oui, c'est-à-dire que, alors déjà, elles ont une signature radar extrêmement faible. Un commandant de vaisseau de la Marine nationale française me parlait des Houthis en disant on les confond avec des bateaux de pêche jusqu'au moment où on les voit, ce qui est légèrement problématique. La deuxième chose, là, c'est de l'imagerie satellite où vous ne pouvez pas tout couvrir et les Américains manquent de quoi ? Malgré 4 ans de guerre en Ukraine, les Américains manquent de drones d'observation pour quadriller 1400 km de littoral. Des vedettes comme celle-là, l'Iran en a entre 300 et 500. Des Zulfikar qui vont jusqu'à 100 km/h, qui peuvent lancer alors soit des missiles vers bas,
Ça, c'est ce qui a abattu un F-15 américain, donc un avion F-15. Missile russe. Missile russe vendu à l'Iran. Ils peuvent abattre des hélicoptères qui viendraient attaquer les vedettes. Donc les Américains peuvent les détruire massivement, mais ils auront des pertes en face. Mais comment font-ils quand on voit l'image aérienne sur fond où on voit le détroit un peu en vert, là, les eaux du détroit en vert, ça se voit, c'est pas des navires de pêche comme ça qui arrivent, 29 navires. Ils seront c'est-à-dire que pour les combattre, ils ont 2 parades. Ils ont d'un côté des hélicoptères comme les Sea Hawk qui peuvent balancer en retour des roquettes comme les APKWS, sauf que on parle d'en abattre des dizaines de ces navires comme ceux-là qui vont lancer accessoirement des missiles en face. Et de l'autre côté, les Américains ont 27 navires de guerre proprement dit dans la région. Donc ils sont capables d'affronter ça, mais ça va prendre des semaines. Oui. Et puis ils sont très rapides, ils vont à 100 à l'heure. Et puis ensuite ils s'éparpillent. Là vous les voyez en formation, c'est sans doute voulu pour montrer avoir un effet de masse. Mais en fait, mais c'est comme charger le côte à côte, c'est complètement crétin. On est absolument dispersé le plus possible. Ils ont deux inconvénients, ce ne sont pas des navires de haute mer, ce sont des petits bâtiments côtiers qui n'ont pas une grosse autonomie, donc ils ne peuvent pas aller chercher. Le détroit fait quoi, 50 km? Ah oui, il est parfait pour le détroit, mais il va pas chercher le Lincoln à 400 km par exemple. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez qu'il soit efficace, il leur faut une mer calme, parce que ça, ce sont des bâtiments, vous voyez, sur une mer un peu plate, ils font ça 100 à l'heure, mais si vous avez une mer déchaînée, à mon avis, ils ne sortent pas. Donc, vous voyez, il y a des conditions dans lesquelles ils sont moins efficaces, mais ils ont un pouvoir de nuisance qui est quasiment celui de drone, en fait. C'est-à-dire de la saturation de l'espace naval à un moment donné où on ne peut pas traiter toutes les cibles en même temps, et c'est ce qui fait leur force. Oui, et de toute façon, même s'ils ne peuvent pas aller en haute mer, ils sont parfaitement adaptés au détroit d'Ormuz qui ne fait que 33 km de large. Et leur dangerosité, non seulement elle tient à leur dispersion, mais au fait que parfois ils peuvent même se transformer en vedettes kamikazes. C'est-à-dire que on charge le bateau de charge explosive et à la dernière minute, les marins des gardiens de la Révolution se jettent en dehors du bateau et le bateau est lancé à toute allure, 96 km/h, est lancé à toute allure sur sa cible. On va revenir à l'opérationnel et je vous donne la parole Michel Polaco, mais passons peut-être par ce clip parce que les Iraniens jubilent du fait qu'avec ces petits moyens, ils arrivent à défier la puissance américaine. Alors il y a plusieurs, vous savez, les clips faits avec les Lego et il y a ceux qui sont faits avec les Mignons. En l'occurrence, c'est avec les Mignons sur ce thème-là. Must surrender unconditionally. Okay. We won! Dump, 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 dump. We must surround Iran. Yes! No Iranians are allowed to pass! Huh? What was that? Hey. Voilà. On ne laisse pas d'être étonné par ces images. C'est ce régime moyenâgeux, sanglant, qui fait référence, qui s'occupe de ce qu'a été le chiisme il y a je sais pas quoi, 5 siècles, et en même temps qui produit cette propagande très actuelle, quoi. Ils ont très bien compris les codes de l'époque. C'est terrible parce qu'on a presque envie de sourire lorsqu'on voit ça. Mais non, il ne faut pas sourire parce que c'est de la propagande, évidemment. Ils reprennent exactement les codes de l'époque. Vous savez qu'un certain nombre de gardiens de la Révolution ont été formés aux États-Unis. Ils savent très bien comment toucher les masses des sociétés occidentales. Mais peut-être rappelons en quelques mots que ce régime a encore assassiné et pendu des jeunes ces derniers jours pour avoir ce matin, on verra l'image plus tard. Ce matin, pour avoir simplement participé à des manifestations pour réclamer leur liberté. Donc ce sont des manipulateurs. Il ne faut pas tomber dans leurs panneaux. Ils essaient de nous faire rire, ils essaient d'utiliser encore une fois nos propres codes, mais ça reste des bourreaux et des monstres. Oui, c'est en fait le cliché qui voudrait que ce régime moyenâgeux, oh là là, il adopte nos codes, mais en fait ça fait longtemps. Parce que nous on ne le sait pas et on le découvre à la faveur de cette guerre. Mais ce régime, il est dual.
il est certes appuyé sur la religion, sur l'extrémisme, sur l'exportation du terrorisme. Il a enchlousissé des pays. Il a été presque une sangsue pour de très nombreux pays et qui ont souffert, eux, plus que tous les autres dans le monde arabe. Je parle de l'Irak, je parle du Liban, je parle de la Syrie, je parle du Yémen. Mais en même temps, ils sont très très forts dans cette propagande. Alors oui, vous avez raison, ne l'oublions pas. On le rappelait ici même hier soir, chère Anne. Il pend des jeunes femmes et hommes, dont ceux qu'on a vus, c'était d'une tristesse absolue, qui chantaient avant qu'on les emmène pour leur passer la corde au cou. Mais enfin, ça, le problème, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne en Occident et ça fonctionne dans ce qu'on appelle le Sud global, qui dit « Ah mon Dieu, mais c'est formidable, ils ont enfin trouvé un maître, parce que ces Américains qui sont des salauds, c'est des méchants, c'est 2 poids 2 mesures, ils sont toujours avec les plus forts et les opprimés. Et ça marche. Et regardez, en termes de communication, il est vrai qu'ils ont fort à faire parce que Trump se pose aussi là dans ce genre de domaine. Écoute, c'est une des déclarations les plus inouïes où il dit, c'est vrai, nous on fait de la piraterie, et il le revendique hautement, il s'en moque même, il dit, regardez ce qu'on a fait, on va prendre de force des navires, on prend leur pétrole, et il s'en amuse. Et il n'y avait pas de réponse. Tournez votre bateau autour. Évacuez la salle des machines immédiatement. Et vous voyez tous ces gars qui s'en sortent. Ils sont maintenant 5000 de l'autre côté. Et un tir dans la salle des machines. Ils ont brûlé la salle des machines. Le bateau s'est arrêté. Et ils ont utilisé des bateaux de tigre. Et nous sommes tombés dessus, au-dessus de tout le reste. Et nous avons pris le bateau. Nous avons pris le cargo. Nous avons pris l'huile. C'est un business très profitable. Qui aurait pensé que nous faisions ça? Nous sommes comme des pirates. Nous sommes un peu comme des pirates. Mais nous ne jouons pas au jeu. Parce que vous savez, pendant 47 ans, l'Iran a poussé tout le monde autour. Séquence incroyable. Il raconte l'assaut contre le Tuska, c'est le Tuska ou Tiffany, je sais plus, le Tuska, avec la salle des machines visée, etc. Et il s'en amuse en disant on est les pirates. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trump ne veut pas que les seuls pirates soient les Iraniens. Il veut lui aussi être un pirate. Il veut lui aussi être capable d'être le méchant et d'être surtout le plus puissant. C'est une façon. Alors effectivement, Noémie vient de dire qu'il ne faut pas en rire, etc. Enfin, moi, je pense qu'on peut rire de ces vidéos, comme on peut rire de la propagande ou de la communication qui vient du côté occidental. Dans toute guerre, il y a une part de communication et de propagande. C'est une autre façon de faire la guerre. Et je pense qu'il est intéressant que nous en informions celles et ceux qui n'ont pas. Dans la désinhibition, juste sur la déclaration de Trump, de la même façon qu'en France, il y avait, je sais pas quoi, du Guétrouin, le grand corsaire. Les grands corsaires. Oui. C'est ce qu'il dit. Nous, on fait comme les corsaires du XVIIe siècle. C'était un corsaire, c'était pas un pirate. Ils font même plus. C'est pas la même chose. Mais aussi, ils ont mandat d'État. Il a pris Rio de Janeiro, etc. Mais avec une escale de 50 navires. Ils ont mandat d'État. Mais attendez, ils font même plus que ça. Je vous rappelle que l'acte fondateur de l'indépendance des États-Unis en 1776, c'est le vote par le Congrès des 13 colonies britanniques qui autorise les navires américains à aborder les navires britanniques. Donc c'est la guerre de course, on appelait ça à l'époque. Et donc en fait, cette piraterie, elle est constitutive de l'identité américaine. Ça les fait jubiler. Cet extrait est très intéressant parce que c'est le côté, on est agressif, on est un peu voyou, mais comme vous dites, on l'a toujours été et on est fiers. Ceci dit, la puissance navale américaine en mer d'Oman ou dans le détroit d'Ormuz qui arraisonne un cargo, il n'y a pas de quoi sur le plan militaire. C'est pas la bataille de Midway non plus. Il faut quand même le dire. Heureusement qu'ils ont été capables de l'arrêter. Donc c'est pas non plus un grand exploit guerrier. Oui, mais bien sûr, mais vous avez Aurélien Duchesne qui arrive avec avec le droit international complet, page article 223B, et on a Trump qui lui dit on s'en fout. Nous on fait de la piraterie. Clairement, c'est-à-dire que moi je vais arriver à parler de l'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que les États-Unis n'ont pas ratifié, mais bon, ça c'est accessoire. Et lui il parle de piraterie. Bon, le problème c'est que ce qu'ils font est légal, mais quand il y a un Trump qui dit c'est nous Jack Sparrow, après les pirates des Caraïbes, les pirates du Golfe, le problème c'est que banco pour la propagande iranienne qui va te dire mais on fait ce que font les États-Unis. Exactement. C'est complètement. Parce que c'est légal. Expliquez-moi pourquoi c'est légal. Parce que le blocus est légal en droit international. Il n'y a pas de guerre.
il n'y a aucune guerre qui a été déclarée, puisque c'est le Congrès, lui, il a fait une opération militaire, il fait un blocus, il attaque un pays, et son action est légale. C'est là où on rentre dans la coutume, c'est-à-dire que la Russie, juridiquement, n'est pas en guerre non plus, elle est pourtant tenue de respecter. Ça, c'est les juristes. Les juristes, c'est fantastique. Ils vous racontent tac, et tout à coup, ils vous disent, oh, mais c'est la coutume, ça va aussi. C'est ça. On peut m'expliquer que c'est légitime, que c'est nécessaire, qu'il faut le faire, que c'est un sale truc. Mais nous expliquons pas quand même, on est avec une grosse tartufferie, que ce que font les États-Unis est légal. Non, ça n'est pas légal. Attaquer un pays membre de l'ONU alors qu'on n'est pas en guerre, ça n'est pas légal. C'est peut-être légitime, il y a peut-être des tas de raisons pour lesquelles il le fait, mais ça n'est pas légal. Il y a le droit de la guerre et le droit dans la guerre. Encore une fois, tant que la Russie dit elle-même qu'elle n'est pas en guerre au point d'en proscrire le mot, elle est tenue pour autant de respecter le droit dans la guerre. C'est pareil pour Israël. J'insiste sur la différence de mentalité, ce dont vous parliez, Guillaume. Je crois que c'est dans tous les contrats américains, cette fameuse clause qui dit ce contrat est valable tant que les conditions n'auront pas changé. Ils sont à la fois très juridistes et en même temps, ils en ont, en bon français, rien à foutre. C'est-à-dire leur intérêt compte d'abord. Et ils en jubilent. Oui, et d'ailleurs, parfois, ils utilisent leur intérêt et leur droit commercial comme une arme suprême. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a eu, d'ailleurs dans le passé, un embargo sur l'Iran décidé par les États-Unis, les entreprises non américaines qui ne respectaient pas cet embargo faisaient l'objet de poursuites aux États-Unis. Et BNP Paribas a payé une amende de mémoire 9 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ? 9 milliards de dollars parce que ils avaient contourné un embargo américain. C'est du racket. Alors, c'était du racket parce qu'en gros, le deal c'était si vous payez pas, 1, vous n'avez plus accès au marché américain. 2, pour vos opérations en dollars, ça va être compliqué. Quand vous êtes une des plus grandes banques internationales, qu'est-ce que vous faites ? Vous payez. En fait, le rapport de force qui est extrêmement violent de la part de Donald Trump, il faut comprendre que c'est constitutif aussi de sa psychologie. Vous savez, ce week-end, j'ai vu le film The Apprentice qui raconte l'histoire entre Donald Trump et Roy Cohn et la façon dont Roy Cohn a un petit peu, il a structuré psychologiquement un petit peu Donald Trump. Quels sont les conseils qu'il lui donne ? Il lui dit soit tu es un tueur, soit tu es un loser. Et parmi toutes les leçons de vie qu'il intègre Donald Trump de la part de Roy Cohn, il y a cette idée-là. Et au fond, on la verra aussi dans toute la façon dont il fait. Les règles, rappelez-nous, il y a ne jamais reconnaître sa défaite, c'est ça ? Ne jamais reconnaître sa défaite, attaquer. La première, c'est attaquer. Et la troisième est en train de m'échapper. C'était plus ou moins dans le même sens. C'est pour ça qu'il faut lire Hubris, The Road to Donald Trump. Ou écouter Donald Trump. Exactement, ne jamais reconnaître ce qu'il dit tous les jours. Toujours affirmer la victoire. C'est incroyable de voir. Il n'est pas le seul. Il a écrit ça dans L'Art du Deal dans les années 80. Et c'est incroyable de voir que des années plus tard, sa politique est encore très calquée sur ses premières leçons de vie qu'il a adaptées de Roy Cohn. Sauf avec Poutine, il la ramène un peu moins devant Poutine par contre. C'est-à-dire que là, il y a une espèce d'angle mort. Poutine qui a les mêmes valeurs. Un gros angle mort, on peut dire. C'est pas un angle mort, il est bien vivant et c'est la seule qui sont morts, c'est les soldats américains avec les informations que les Russes donnent aux Iraniens à propos de la position des soldats américains. Mais je pense que c'est pas je trouve pas le mot, mais alors ça, on le trouve toujours tout de suite beaucoup moins sympathique. Quant à son cerveau, je vous indique ce livre, Hubris, The Road to Donald Trump, by Lord David Owen, qui est neurologue et Lord et ancien chef de la diplomatie britannique et qui dit très exactement qu'il souffre de mendacité hubristique aiguë et qui consiste à mentir sans cesse. Il est démocrate, je parle bien. Non, il est anglais. Non, mais il est anglais. C'est un discours qu'on entend depuis tellement longtemps. Non, il est anglais. C'est pas un discours, c'est un livre. Il a commencé à faire de la politique. On a dit qu'il était un livre. Laissez-moi terminer. Pas ensemble. Noémie, quand non, laissez pas un argument, c'est un livre. Alors finissez et vous répondrez. Non, je termine ma phrase. C'est un livre. C'est un neurologue et c'est un Britannique, donc il n'est pas démocrate, et qui dit qu'il souffre, lui est un conseil d'experts de 17 médecins, qu'il souffre d'une maladie, laissons les gens apprendre, de mendacité hubristique, qui est mentir tout le temps, avec une démesure pathologique, et parce qu'on veut toujours se faire passer pour gagnant, parce qu'on souffre de narcissisme dangereux, et que c'est contagieux dans une administration. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement grâce à ça
ces gens-là, c'est grâce à ces arguments-là que Donald Trump ne cesse d'être réélu. C'est-à-dire que c'est très intéressant, à force de dire au fond que c'est un homme irrationnel, que c'est un homme qui ne peut plaire à personne, puisqu'au fond il est à moitié fou, et bien malgré tout, il y a quand même des masses américaines qui décident de voter pour lui. Ça veut dire peut-être qu'ils réussissent à déceler dans son discours autre chose que de la folie, autre chose que de la démence, autre chose que quelque chose qui est en dehors du raisonnable. Il y a quelque chose aussi qui touche les gens. Il a été élu 2 fois président des États-Unis. Ça veut dire encore qu'il y a quelque chose chez lui qui plaît à une part de la population américaine. Et peut-être que ça vaut le coup aussi de l'écouter. Comme dirait on écoute, on fait ça. Qui est le dernier argument en politique, psychiatriser l'adversaire. Ça a toujours été, on le fait depuis Brejnev. L'adversaire est à moitié déficient mentalement. Ça a toujours été fait. C'est trop facile. Ce n'est pas un argument. C'est pas un argument. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit d'avoir des doutes. Je pense que ce qui est nouveau chez Trump, c'est ce côté ostentatoire. C'est-à-dire que Trump soit un menteur pathologique, c'est une certitude. Mais si je vous faisais la liste de tous les mensonges de François Mitterrand, on serait encore là demain matin pour la matinale. Et de beaucoup d'entre nous. Et de beaucoup de responsables de politique au niveau. Vous savez ce que disait Mazarin, simule et dissimule dans son bréviaire des politiciens. Donc, mais les autres le font avec une espèce de façade sympathique. On dit cher ami, on se tient bien, on fait le baisement, etc. Trump, lui, en fait, il s'en fout. Et je pense que pourquoi est-ce que Trump provoque des réactions aussi fortes, aussi épidermiques, c'est parce que il respecte pas les usages des gens bien élevés. Et moi, je trouve que c'est ce qui le rend intéressant, c'est que au moins, il se cache pas. Alors, effectivement, on est d'accord, on partirait pas forcément en week-end avec Si vous nous rejoignez, je il rappelle... insulte les femmes, il insulte les journalistes, il insulte les faits, il ne reconnaît pas ni l'écologie, ni le fait que nous sommes des journalistes, il méprise les femmes. Mais vous croyez, donc, mais je vais vous dire, si vous saviez, moi j'ai été journaliste politique quelques années, si vous savez ce que disent beaucoup d'hommes politiques sur les journalistes quand les caméras sont éteintes, croyez-moi, c'est pas forcément très aimable. Et moi, ce que je reconnais... des interviews. Je sais que vous n'êtes pas contente quand on défend Trump, mais tant pis. Moi, je dis que c'est un homme. Moi, je dis que c'est un homme, et moi non plus. Je dis que c'est un homme. C'est un homme qui est intéressant. 2, c'est un homme qui a au moins la franchise de ses convictions, c'est-à-dire que il ne fait pas semblant de bien traiter les journalistes. Vous savez, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, la première chose qu'il a fait, c'est d'essayer de les faire sortir, qu'il n'ait plus de bureau à l'intérieur de l'Élysée, les journalistes accrédités, pour les maintenir à distance. Mais c'est vrai, il n'était pas aussi grossier que Trump. Sur le fond, je suis pas certain qu'il les estime beaucoup plus. Si vous nous rejoignez, je rappelle ces informations. Pardon, juste cette phrase, parce qu'on est journaliste, je suis désolée, il y a une grosse différence. Vous savez, c'est quoi la différence? Quand on prend un téléphone et on dit 2 mots aux journalistes pour leur jeter quelques bouts de pain, et quand on lui pose des questions qui fâchent, il s'énerve, il tourne les talons. Moi, je veux bien qu'on ne m'aime pas, je veux bien qu'on ne me laisse pas un bureau à l'Élysée, mais moi, quand je veux interviewer un chef d'État français ou européen, eh bien je m'assois avec lui 1 heure en tête à tête et je lui pose des questions qui fâchent et il reste assis comme un gentil responsable et il me répond. Sophia, ce qui n'est pas le cas de Trump. Trump donne très régulièrement, plusieurs fois par mois, des interviews à des médias qu'il n'aime pas d'ailleurs parce que il aime ce face à face. Il le fait en direct avec des chaînes de télévision qui lui sont a priori hostiles et effectivement il est dans l'affrontement. Il est beaucoup sur cette sur Fox News, mais pas seulement. Si vous nous rejoignez, je rappelle c'est très importantes informations, c'est là le tweet de Trump qui annonce une opération pour ce lundi matin 4 mai avec une volonté d'escorter certainement les navires dans le détroit. Et cette phrase un peu ambiguë, il parle d'un processus humanitaire, mais il dit bien, s'il est entravé, cette ingérence devra malheureusement, c'est l'adverbe qu'il emploie, être traitée avec fermeté. Vous êtes toujours avec nous, Michel Polaco. L'Iran a de la réserve, on a parlé des vedettes. L'Iran va réagir, y compris apparemment avec ses F-5. Il y a beaucoup de révélations dans la presse américaine ces dernières heures sur l'usage du F-5 iranien antédiluvien, je crois qu'il date des années 70, mais... Pardon ? De l'époque du chat. Ils l'ont acheté à l'époque du chat. C'est dire, regardez, c'est le coucou qu'on a là sous les yeux. Et avec ce coucou, ils arrivent à porter un certain nombre de coups aux Américains. Moi, je crois qu'on s'amuse à se faire peur. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas un F-5 qui a réussi à faire grand-chose et ils ne peuvent pas voler. Et s'ils volent, ils seront immédiatement abattus. Je pense qu'il faut arrêter de magnifier les moyens dont peuvent disposer les Iraniens ou dont autrefois les Iraniens ont disposé. Ces flottes moustiques dont on parle, ce serait presque un régal
pour les Américains, parce qu'il n'y a rien de plus facile à détruire que 40 petits bateaux qui foncent à 96 km/h, puisqu'il paraît que c'est 96, et il n'y a rien de plus facile à détruire quand on possède des hélicoptères ou des avions d'attaque anti-surface ou au sol. Cela étant, Michel Polaco, même si vous avez raison, de toute façon le rapport est comme ça, mais les informations de presse sur le fait qu'au deuxième jour de la guerre, ils auraient réussi à provoquer le désordre au Koweït. Oui, mais enfin quand même, Koweït, on est là sur une base américaine. Un vol en 2 mois. Un vol en 2 mois. Ils ont réussi à faire un vol en 2 mois sans se faire abattre a priori. Voilà, c'est tout. Réaction sur ce plateau. C'est quand même pas magnifique. Oui. Non, effectivement, alors ils ont réussi à déjouer un point de faiblesse dans la défense aérienne qui était celle des pays du Golfe. Cela dit, effectivement, on parle souvent de l'effet loupe, on se concentre sur les 10% de frappes aériennes qui marchent, moins sur les 90% qui sont interceptés, et au fond j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. C'est-à-dire que pendant la première guerre du Golfe, il y avait cette formule, la guerre 0 mort, et là on aimerait que ce soit presque pareil. C'est-à-dire que les Iraniens se prennent 50 fois plus, littéralement, en termes de pertes, que ce que se prennent les Américains et les Israéliens de la part de l'Iran, et on en vient à dire que c'est un match nul, que parce que les Américains se sont pris 5 milliards de dollars de dégâts sur leur base, c'est énorme, c'est plus que ce qu'ils attendaient. Côté iranien, on en est peut-être à 50 ou 60 milliards. Donc effectivement, les Américains, ça n'a pas été une promenade de santé, mais faut pas non plus faire comme si ça avait été un match nul entre les deux. Oui, mais dans la guerre du Vietnam, les pertes vietnamiennes ont été infiniment supérieures aux pertes américaines, et pourtant ils ont perdu la guerre. C'est toujours pareil. Il faut arrêter de jauger du gain d'une guerre ou de la perte d'une guerre aux résultats strictement militaires. On le sait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La guerre, je pense, c'est un rapport à je sais pas combien. Ils ont eu plusieurs millions de morts, les Nord-Vietnamiens. 2 millions. Donc, ils ont, je sais pas, on pourrait regarder. Et de l'autre côté, c'est 30 ou 35 000. 56 000. Voilà, bon, on n'est pas du tout dans le même truc. Et à la fin, c'est quand même les Américains qui plient bagage. Oui, sauf que ils n'ont pas été battus par des fermiers en tongs, pour reprendre la blague de l'époque. Ils ont été battus par l'URSS et la Chine, qui ont envoyé des centaines de milliards. Mais peu importe, ils avaient les meilleurs alliés, point. C'est tout. C'est tout. Et s'ils n'avaient pas perdu, ils auraient gagné. Et s'ils n'avaient pas gagné, ils auraient perdu. Ils ont gagné parce qu'ils avaient les meilleurs alliés et qu'ils avaient la résilience. C'est la vérité. Malgré la puissance américaine. Quel est, pour se projeter sur les jours qui viennent, si effectivement les Iraniens répliquent? S'ils ne répliquent pas, les bateaux passeront et Trump aura gagné ce pari d'étape, en tout cas en faisant passer par la force ces bateaux dans le détroit d'Ormuz. Si les Iraniens veulent répliquer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Michel Polaco? S'ils veulent répliquer, ils ont toujours ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire essayer d'utiliser leurs drones, éventuellement quelques missiles balistiques en visant, je dirais, des bases américaines ou des bases des alliés américains, parce que ce sera un problème pour les Américains, évidemment. Ils peuvent utiliser, soi-disant, des sous-marins de poche, des vedettes, etc. Mais à mon avis, elles auront une durée de vie très courte à partir du moment où ils auront commencé à s'en servir. Vous pouvez remarquer qu'en 2 mois, ils ne s'en sont pas servis. Je crois qu'il y a eu une attaque menée par une petite vedette, c'est tout. Mais sinon, toutes ces vedettes qu'on voit toute la journée par groupe de 50 ou par groupe de 100, on les a pas vues. Et à mon avis, si on les voit, on les verra pas longtemps, parce qu'il n'y a rien de plus facile à détruire qu'un essaim de ce genre de truc. En plus, ça se voit très très bien du ciel. Vous savez très bien, enfin je vous le dis, qu'avec un AWACS ou avec un Hawkeye, qui sont les 2 avions d'observation et de détection et de commandement, on peut, détecter des centaines de cibles à la fois, on peut les identifier, on peut les classifier, et on peut donner aux aéronefs destinés à organiser la destruction, ou aux bateaux d'ailleurs, toutes les consignes nécessaires pour pouvoir les détruire. Donc je ne sais pas si Trump va décider d'entrer dans le Golfe avec quelques moyens, à mon avis quelques avions, quelques hélicoptères, et de nettoyer et de sécuriser le Golfe. Et s'il décide de le faire, les moyens iraniens ne dureront pas longtemps. Je pense que ça ne pourra pas durer longtemps. Parce qu'ils seront absolument incapables de lutter contre les moyens énormes dont disposent les Américains. Il y a au moins 200 hélicoptères dans la région qui sont capables de faire de l'attaque anti-navire ou de l'attaque au sol. Michel, Général Richaud, vous répondre. Oui, le problème,
problème n'est pas la supériorité militaire, c'est la menace. Il faut bien comprendre cette affaire-là. C'est la menace. La menace de 10 mines dans le détroit bloque le détroit. Il y a 500. Effectivement, ils ne les sortent pas. Ils les sortent pas, mais on sait qu'ils sont là. Qui va prendre le risque des pétroliers de franchir le détroit avec cette affaire-là? Vous vous rappelez l'USS Cole, l'USS Cole 2000, Al-Qaïda, un bateau, un Zodiac qui arrache tout l'avant du USS Cole et qui fait je sais pas combien de morts. Il suffit qu'il y ait la menace de ces 500 navires. Ils n'ont pas besoin de les sortir pour bloquer le détroit. C'est ça la véritable menace iranienne. C'est ce pouvoir de nuisance considérable. Il y a 1200 km de côte. Ils peuvent être cachés n'importe où, dans n'importe quel trou, dans n'importe quelle grotte qui a été creusée, etc. Et effectivement, ils les sortent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire pour que les bâtiments s'arrêtent. Donc, effectivement, les Iraniens aujourd'hui ont un pouvoir de nuisance qui est hors de proportion avec leur capacité militaire. Mais ça, c'est comme ça et ça va rester comme ça parce qu'ils s'adressent pas, je le répète à nouveau, à la puissance militaire américaine ni à la puissance navale américaine. Ils s'adressent au domaine économique et aux armateurs, aux compagnies d'assurance, et c'est à eux qui disent je te coule si tu passes. Ça c'est tout à fait vrai, effectivement. On voit avec le détroit de Bab el-Mandeb que même en ayant quasi éradiqué la menace des Houthis, le trafic maritime à Bab el-Mandeb reste 2 fois plus bas qu'il ne l'était fin 2023. Cela dit, c'est là où les Américains peuvent croire qu'ils peuvent forcer le destin, c'est que les milieux économiques, ce qu'ils détestent le plus, c'est l'incertitude. Donc entre 6 mois de stop and go et une opération décisive pour libérer le détroit, voilà, comme dit l'Énéide, la fortune sourit aux audacieux et les Américains ont des raisons de penser qu'ils peuvent forcer cette menace. Regardez là le cours du pétrole, parce qu'effectivement c'est là-dessus que se joue ce bras de fer. Ça monte, ça descend un peu, mais ça monte quand même. Il a tapé à 126. Ah oui, c'est beaucoup. Thierry Breton dit au-delà de 120, on entre dans l'inconnu, c'est-à-dire ça peut passer, ça peut casser. Bien sûr, et d'ailleurs les Iraniens le savent très bien. Et ce qu'ils répondent lorsqu'on leur parle ou en tout cas quand ils mentionnent le baril à plus de 120, eh bien ils disent nous on attend qu'il passe à 200, ce qui est une folie. Ah là c'est l'affolement. Ce qui est très prétentieux. On ne sait pas si c'est vrai ou pas et si ça arrivera. Mais là c'est l'affolement absolu. Ensuite je voudrais. C'est l'affolement sauf du côté de la Russie. Hein. Oui exactement. Voilà. Et c'est en ça que Trump il n'est pas simplement désagréable et qu'il est dangereux. C'est parce qu'il montre que le monde libre n'a plus aucun poids, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, et qu'il copine avec des Russes qui aujourd'hui se frottent les mains, sont très contents, et en plus se mettent plein d'argent dans les poches, et surtout, et qui sont en train d'aider les Iraniens. Ça, c'est encore une folie qu'on pourrait justifier par le brouillard de la guerre. Sauf que les Iraniens sont alliés des Russes, là, Trump s'en prend quand même à leur allié. Donc oui, d'accord. Mais en même temps, Vladimir Poutine en pleine guerre. En même temps, affiché quels étaient leurs alliés. Oui, non, mais en même temps, Poutine sait, Trump sait que Poutine est en train de donner des satellites espions et des informations sur la position des soldats américains, et ça permet à l'Iran de. Et il le dit. Cette séquence incroyable où Trump dit c'est le jeu, on a toujours fait ça pendant la guerre froide, jusqu'à un certain degré, on aide ses alliés, ses proxys. Il accuse les Chinois d'avoir également fait passer des armes. Exactement, par la mer Baltique. Mais admettons tout ça, peu importe, ou peu importe pas, mais en tout cas, admettons cela. Ce qu'il faut dire, pour aller abonder dans votre sens, Général Richoux, c'est que les Iraniens, ils ont théorisé depuis longtemps la guerre asymétrique. Ça n'est pas les vedettes ou les drones simplement, où ils savent depuis longtemps, et ils ont expliqué 1000 fois que nous, on n'aura pas la capacité des Américains. Il faut jouer sur la durée et faire le plus de mal économique à nos ennemis et utiliser des petites armes, et toutes ces armes, cette flottille moustique, etc. C'est ça qui fait. Trump a pour but maintenant, je rappelle, de débloquer par la force sans doute le détroit, ou en tout cas de passer, et on verra bien si les Iraniens tirent ou non sur les navires de guerre qui escorteraient les bateaux. Il a toujours pour but de détruire le nucléaire iranien. C'est ce qu'il dit en tout cas, avec des avis très partagés sur le sujet. Écoutez le général Michel Yakovlev sur notre antenne. Ça a suscité énormément de réactions quand il dit, en réalité, on exagère en quelque sorte le danger nucléaire iranien. Écoutez, ça s'est inversé au débat. Est-ce que oui ou non, on pouvait laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire ?
Je ne sais pas, mais je sais que cette méthode-là n'était pas la bonne. Voilà. Vous savez, les pays qui sont devenus nucléaires récemment, il y a une théorie qui est que le nucléaire rend raisonnable, indépendamment de l'affection qu'on a pour le régime. Général, vous pensez vraiment que le régime de Téhéran, qui a armé tant de terroristes, serait devenu raisonnable parce qu'il avait l'arme nucléaire ? Il ne les aurait pas armés avec l'arme nucléaire. Oui. Ça, je suis convaincu que non. En revanche, ça lui aurait permis de se sanctuariser lui-même, de dire vous ne m'attaquez pas. Ce que fait la Russie face à l'Ukraine. Vous êtes quand même, certains vous diront que vous êtes quand même sacrément indulgent pour ce régime de sang, qui est quand même un régime qui a exporté beaucoup de terreur. Des régimes pourris, il y en a plein sur la planète, des dictatures, mais celui-là a été particulièrement agressif. Je ne suis pas indulgent pour ce régime que je ne porte pas en mon cœur. C'est juste que pour faire de la stratégie, il faut faire de la stratégie. C'est aussi con que ça. Je suis pas non plus indulgent sur la violence gratuite, excessive, que pratiquent les Américains et d'ailleurs les Israéliens au Liban. Donc, non, je suis pas indulgent pour le régime. Voilà. Et Sophia Marache, vous voyez approuver. Oui, j'approuve ce qu'il dit. J'approuve le fait que, effectivement, quand il dit la violence à tout prix, qu'il s'agisse des Américains et des Israéliens, je considère que oui, parfois, quand on obtient l'arme nucléaire, regardez la Corée du Nord, ça peut assagir, regardez le Pakistan, ça peut assagir les régimes. Je pense que ce qui concerne l'Iran, parce qu'il y a une dimension eschatologique, religieuse, ils exportent le terrorisme. Je pense qu'il faut en effet tout faire pour empêcher que ce pays ait la bombe nucléaire. Ça, pour moi, à mon avis, c'est non négociable. Moi, je suis d'accord avec Sophia Mara, il faut tout faire, y compris une intervention américaine si nécessaire, pour éviter que l'Iran ait la bombe atomique. En s'en donnant les moyens. Et donc que cette intervention est légitime. Alors, peut-être que la Corée du Nord est devenue raisonnable, je le souhaite de tout cœur. Je crains fort que le général Yakovlev projette sur ces pays nouvellement dotés le côté évidemment raisonnable de la France qui considère qu'elle a simplement une dissuasion au juste niveau, qui n'est en aucun cas agressive. Il donne l'exemple de la Russie. Il dit un pays comme l'Iran voudra se protéger, quitte à faire des opérations offensives, mais pas nucléaire pour autant. C'est ça qu'il donne comme exemple. Oui, c'est ça le problème dans le cas de la Russie, c'est que elle fait de la sanctuarisation agressive. C'est-à-dire que dès qu'on menace d'aider un peu plus l'Ukraine, elle nous menace de nous atomiser. Ce serait pareil pour l'Iran. Imaginez que demain, des opérations qui viseraient à s'attaquer à des proxys iraniens, l'Iran puisse commencer à mettre le nucléaire dans la balance. On parle de la Corée du Nord à l'instant. La Corée du Nord a quand même envoyé, on s'est habitué à un paquet de choses inimaginables, la Corée du Nord a envoyé des soldats puissance nucléaire au service du puissance nucléaire en Europe. Donc, si l'Iran avait la bombe nucléaire, il ne serait pas plus rationnel ni modéré, ce serait largement pire, y compris des attentats chez nous, comme dans les années 90. Cela étant, est-ce que ce débat va grandir ? C'est-à-dire le thème, on a exagéré la menace, même si tout le monde dit, enfin toute personne sérieuse qui veut la bombe, ils ne s'en ont pas caché, mais que, en quelque sorte, ça n'était pas si urgent. Écoutez, ce qui est certain, il y a deux choses en fait. Était-il prêt à avoir la bombe demain matin ? Vraisemblablement pas. Ça, on le sait. On sait qu'ils n'ont pas repris, et ça a été dit d'ailleurs par les services de renseignement américains, et me semble-t-il par la directrice de la CIA devant le Congrès, qu'ils n'ont pas repris les essais, enfin l'enrichissement depuis au moins juin 2025. Ça a été dit. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils le veulent. Donc ça parce qu'ils ont bien compris que la puissance au XXIe siècle, c'est le nucléaire, et que quand vous avez le nucléaire, on vous parle plus de la même manière, on vous bombarde plus, et on commence à vous considérer, et on vous parle tout à fait poliment. Donc il y a deux choses. Alors, doivent-ils avoir le nucléaire ? Non, bien sûr, ils ne doivent pas l'avoir. Mais quand on me dit c'est une action qui devait être faite pour qu'il ne l'ait pas, moi je rappelle qu'en 2015, il y avait un accord. Voilà, et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que cet accord, il a été pétardé par Donald Trump en 2018, et aujourd'hui, il remet le couvert pour forcer l'Iran à respecter un accord dont il n'a pas voulu à l'époque. Il est responsable du chaos qui est en train d'être mis en place. En ce moment, voilà, 2018, il a la pleine responsabilité de ce qui est arrivé. Ouais, on se demande vraiment si Donald Trump n'a pas fait exprès. Juste une seconde, cet accord, c'était uniquement parce que ça avait été sous Obama. En fait, ça commençait pour des principes politiques, et là, il est pris dans un piège totalement, parce que maintenant, revenir à essayer de récupérer, de retrouver un accord qui sera au moins
loin au terme aussi bon que celui de 2015, notamment sur le nucléaire, eh bien, il est en train de ramer, effectivement, Donald Trump. Il ne l'aura pas. Et vous avez raison, Anne, il ne l'aura pas. Et c'est tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, il en est à négocier une des conséquences de cette aventure, à savoir la réouverture du détroit, comme si on avait oublié tout le reste. Alors, on ne parle même pas du peuple iranien, on ne parle même pas... Mais lui-même a parlé d'aventure. Oui, exactement. Il a utilisé le mot. Voilà, non, il a dit excursion, qui était un petit peu... C'est bucolique. Enfin, oui, bucolique, et qui était très méprisant, parce qu'on n'y arrive pas du tout, et c'était très prétentieux, et on revient à l'hubris, mais surtout, il ne s'est pas donné les moyens. Et aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est réouvrir le détroit, qui était ouvert le 27 février, Donc, et un accord sur le nucléaire qui, on peut le craindre, sera moins bien que celui qu'il a déchiré lui-même. On peut le craindre, on n'en est pas sûr. Il ne cherche pas à rouvrir ce détroit à tout prix. On n'en sait rien, on n'est pas avec lui. Mais laissez-la répondre. Il y a un certain nombre de points dans ces négociations qui ont été mis sur la table et on sait que les Iraniens, eux, étaient prêts, si la guerre se terminait, à renoncer à ce blocus sur le détroit d'Ormuz. Donc les Iraniens sont partis voir les Américains et ils leur ont dit, écoutez, nous on veut bien que la guerre se termine demain, ça nous arrangerait, mais dans ce cas-là, on vous libère le détroit d'Ormuz. Et les Américains ont dit non. Ça signifie bien que il ne s'agit pas de revenir à la case départ. Donald Trump a son objectif depuis le départ et il s'y tient. Et son objectif, c'est le nucléaire. C'est d'ailleurs le point de blocage dans les négociations, dans les dernières négociations. Là, ils sont en train encore de négocier, mais on sait que c'est toujours le point de blocage. Est-ce que vous avez vu les 14 points entre ces deux émissaires? Il y a certains points qui sont sortis dans la presse, et là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est sorti dans la presse, c'est avéré. Il y a d'autres points, effectivement, sur lesquels ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais cette question de l'Iranien, cette question de la bombe atomique, elle est au cœur des négociations. Est-ce que oui ou non, pardon, c'est ça le point de blocage. Si Trump ne tentait pas une opération militaire, qu'est-ce qu'on ferait? On attendrait que les Iraniens aient la bombe? C'est quoi exactement? C'est ça le problème de l'urgence. C'est que dans les années 90, je prends souvent l'exemple de la Corée du Nord. On dit ça va, c'est un pays du tiers-monde, ils l'auront jamais. On a de la marge. Même Jimmy Carter propose d'aller en Corée du Nord. Il est plus président pour faire une médiation jusqu'au jour où l'urgence apparaît. Et là, les options deviennent intenables parce que la Chine s'en mêle. C'est ça le problème de l'Iran. C'est que d'autres peuvent dire à raison qu'il n'y avait plus d'urgence absolue, qu'il y aurait la bombe demain. Le problème, c'est, il y avait ce qu'on appelle le fameux breakout time. Quand on passe de 60% d'enrichissement à 90%, la fenêtre est très étroite. Il y a un élément aussi qui a précipité les choses. Il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est quoi? Ce sont des manifestations d'une population qui se révolte et ce sont des massacres. Et ça, tout d'un coup, ça réveille aussi. Ce régime-là se réveille. Il massacre sa population et c'est seulement quelques semaines après. Non, mais c'est dans ce contexte-là. Il y a le 7 octobre 2023 qui est déjà... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, peut-être qu'on a le droit un peu de s'exprimer. Qui est déjà non, mais s'il vous plaît, qu'on entende tous les avis. Voilà. Peut-être que voilà, on va peut-être remettre un petit peu d'équilibre. Il n'y a pas que Donald Trump qui ne voulait pas de la bombe atomique iranienne. Il y avait d'abord les Israéliens. Parce que pour les Israéliens, la menace, elle était réelle. Et Netanyahou a toujours dit, les Iraniens vont nous la faire à l'envers, ils vont nous dire qu'ils n'auront pas la bombe, mais on ne pourra pas le vérifier. Or, eux, ils sont directement menacés par l'Iran. Alors c'est très facile, dans le confort d'un studio parisien, de dire « Ah, mais c'est Monsieur Trump qui met du désordre, etc. » Effectivement, on est dans une situation objectivement désordonnée, je vous l'accorde. Il n'empêche que on va quand même pas oublier que la menace essentielle dans la région, c'est l'Iran. La menace nucléaire, c'est l'Iran. Le pays qui déstabilise le Liban grâce au Hezbollah, c'est l'Iran. Donc, ok, ce conflit, pour l'instant, c'est pas un succès américain, je suis d'accord, même si, comme le disait l'officier israélien il y a quelques minutes, c'est difficile de gagner une guerre en un peu plus de 2 mois. Mais on en vient dans une espèce de retournement un peu étonnant, à dire finalement ce sont les gentils Iraniens qui ont été agressés par les méchants Américains qui mettent du désordre partout. Et je pense que la réalité est plus complexe que cela, et si on est d'accord là-dessus, j'en suis heureux. Non, bien sûr qu'on est d'accord là-dessus, mais très très court. Non, déjà, arrêtons de dire Trump veut et Trump, on n'en sait rien, on n'est pas avec lui. Deuxièmement, 14 points, je fais vite puisque Darius est... on avait 14 points, les 14 points, il n'y avait aucune mention, le plan qui a été présenté par les Iraniens, aucune mention du nucléaire. Donc on est encore en train de savonner.
Ensuite, vous avez 1000 fois raison, cher Guillaume, c'est vrai que l'Iran est un danger, et vous aussi, de dire qu'on ne peut pas attendre la dernière minute qu'il l'est et se retrouver devant un pays nucléaire. Il n'empêche que le choix américain de faire cette guerre comme ça n'était pas judicieux. Il l'est encore moins, puisqu'on voit qu'ils ne prennent pas les moyens pour y arriver, d'une part. Deuxièmement, l'Iran n'est pas le seul danger au Moyen-Orient. Vous avez raison qu'il a mis la région en coupe et qu'il est un exportateur de terrorisme. Il nous a frappé jusque dans Paris. Israël est un pays également qui a une arme nucléaire et qui occupe 3 pays dans la région. Donc ce que vous voyez ici depuis le studio parisien, quand vous êtes en Cisjordanie et qu'on vous donne l'ordre de détruire votre maison, aussi, c'est... Non, mais je vous dis... Non, mais attendez, là, c'est trop facile, chère Sophia. C'est trop facile parce que personne sur ce plateau, en tout cas pas moi, a défendu l'attitude des Israéliens. Non, j'ai pas dit ça. Mais laissez-le répondre. Ne parlez pas en même temps. En Cisjordanie, oui, vous avez un petit problème avec le débat contradictoire quand même. Non, Sophia, laissez-le répondre. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec vous et qui puissent vous répondre. Ça s'appelle la démocratie et le pluralisme. Tout à fait. Mais je veux que vous alliez dans le bon sens. Laissez-le répondre, Sophia. Laissez-le répondre. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et bien pourtant, il va falloir le faire et je vais m'expliquer. Et donc, ce que je vous dis, c'est que moi, je ne mets pas effectivement un signe égal ni entre l'Iran et les États-Unis, ni entre l'Iran et Israël. Parce que Israël se défend après le 7 octobre. Israël, effectivement, a des actions qui sont par leur dureté éminemment critiquable, mais sur la légitimité de ce que Israël a fait à Gaza, moi je ne la remets pas en cause. Sur la légitimité de l'intervention israélienne au Liban, parce qu'il y a des frappes du Hezbollah et des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû quitter leur maison parce qu'ils étaient sous la menace, tout ça est réel. Et il me semble qu'il y a... Et encore une fois, je ne mets pas la situation en Cisjordanie sur le même plan. Parce que là, il y a chez les Israéliens, et malheureusement soutenus par l'armée et le gouvernement, des actions qui sont inacceptables. Donc on va être d'accord là-dessus. Mais sur le reste, je pense qu'il y a un pays qui se défend et un pays qui est... Avançons s'il vous plaît, puisqu'il y a un début d'affolement en Europe sur la question du retrait de soldats américains, pas tous, mais enfin les Américains vraiment semblent vouloir se désinvestir de l'Europe à titre aussi punitif contre les Européens qui, de leur point de vue, ne les aident pas assez. L'Allemagne réagit ce soir. On sent que ça tremble un petit peu. Le chancelier d'Allemagne. Les États-Unis sont et resteront le partenaire le plus important de l'Allemagne dans l'Alliance Atlantique du Nord. Nous partageons un objectif commun. Il ne faut pas permettre à l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Ça, c'est ce qui s'appelle un numéro de charme. Mais cela va-t-il marcher? Pour l'instant, on n'en est pas là. Écoutez Trump. Pourquoi les États-Unis retirent-ils leurs troupes d'Allemagne? Nous allons réduire considérablement nos effectifs, et ce bien au-delà de 5000 soldats. Merci beaucoup. Voilà, on vit un moment quand même vertigineux. Pour la première fois depuis la guerre froide, même depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout la guerre froide, il y a une volonté, cette fois peut-être aussi affirmée, de retirer des soldats de l'Europe, peut-être même retirer des bases. Il a parlé de retirer les bases de l'Espagne, Général Réchaud. Oui, mais d'abord, il n'a pas vraisemblablement l'autorité ni la capacité pour le faire. Parce que ça, c'est le Congrès qui a cette capacité. Et je crois qu'il y a une loi qui dit qu'il doit rester 76 000 personnes. 76 000 minimum personnel en Europe. Il y a des traités, etc. Donc il ne peut pas le faire. Normalement, il ne peut pas le faire. Mais avec Donald Trump, effectivement, tout est possible. Bon, en Allemagne, le chancelier Merz avait été infiniment maladroit en disant que visiblement les États-Unis n'ont aucune stratégie en Iran. Alors forcément, ça a agacé Donald Trump qui l'a forcé à surréagir. Alors s'il retire 5 000 personnes sur 35 000, c'est pas non plus une catastrophe, mais qu'on ne pense jamais qu'il va retirer ses bases de Ramstein. Ramstein, on l'a vu sur les cartes, c'est une ville intérieure avec 30 000 personnes, le plus gros aéroport américain en Europe, le hub. Regardez, tout transite absolument pour aller au Moyen-Orient, tout transite par Ramstein, absolument. Mais pardon, ils ont besoin de ces bases. Si, comme disent certains, on dézoome, est-ce on vit un moment de bascule plus important que tout ça? C'est-à-dire, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Soviétiques, les deux, ont puissamment aidé à libérer l'Europe. Mais on est en 2026, la guerre froide est finie, l'Union soviétique s'est écroulée. Est-ce qu'on est dans un moment où la présence des Américains n'a plus tout à fait le même sens en réalité? C'est-à-dire, prenons la carte des bases en Europe. Il faut rappeler que le général de Gaulle, lui, de les années 60... La menace russe reste. Bien sûr, mais dans les années 60, le général de Gaulle avait déjà dit aux Américains... Mesdames et messieurs, au revoir. Or, il y a cette situation étrange, qu'il y a des bases étrangères si nombreuses et si fortes
en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie. Oui, et quand on interroge les premiers concernés, quand j'étais sur une base en Estonie américaine l'an dernier, je posais la question, est-ce que vous avez peur que sur un coup de tête, votre nouveau président décide de vous retirer? La réponse était clairement oui. Quand il y a 2 semaines à Varsovie, j'entends que pour la première fois, ils entendent des militaires américains dire à des parlementaires polonais qu'il y aura des conditions à l'aide américaine en cas de conflit, ça ne veut pas dire que les Américains se retireront demain, ils viennent de mettre une nouvelle base en Pologne l'an dernier, mais que leur protection n'est plus automatique, que c'est devenu un contrat et qu'un petit astérisque qui dit oui, mais il y a des conditions à la sortie. La dernière chose enfin, c'est que il y a un moment où l'Europe doit aussi accélérer sur une chose, c'est que nous aussi, on est dépendants pour partie de ces bases. Les Américains sont dépendants de Rammstein, par exemple, pour leurs opérations au Proche-Orient, mais nous aussi, il faut qu'on soit moins dépendants, les Allemands, les Italiens, de ces bases américaines. Mais pardon, vous ne me répondez pas tout à fait. Est-ce qu'il y a une logique nous, on va les garder, Est-ce qu'il y a une logique de l'histoire? C'est-à-dire, si vous prenez la carte des États-Unis, elle n'est pas truffée de bases étrangères. Ça paraît très bizarre. Non, mais ça, c'est le résultat de l'histoire. Vous avez autant de bases du côté à Okinawa, etc. Au Japon, il y en a partout, mais je parle d'un pays normal. Un pays normal, un pays souverain. Vous auriez dit à Clémenceau, à l'époque, la France, elle est truffée de bases étrangères. Il aurait dit, mais où est le problème? C'est pas normal. Il a fait partir les Américains plus vite que prévu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne, l'Italie, etc., n'osent pas dire chiche? Effectivement, ça suffit. Maintenant, on va se défendre nous-mêmes. Ils ont pas envie d'assumer des coûts. Les Italiens l'ont dit clairement. Ils ne voulaient pas assumer des coûts supplémentaires de protection de leur territoire sur les bases d'Aviano, etc. Ils ont dit, c'est les Américains partent. Même les Français, quand en 66 le général de Gaulle dit aux Américains de se tirer, je rappelle que c'était dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye qu'il y avait le principal commandement de l'OTAN. Ça nous a coûté énormément cher. Les Italiens, les Néerlandais ou autres n'ont pas forcément envie de payer comme les Français. Mais la France l'a fait. On l'a fait, on a eu raison de le faire, mais sauf que tout le monde n'a pas autant de volonté que de Non, mais dans la psyché allemande, on n'est pas du tout dans le même rapport. C'est le rapport du père encore. C'est eux qui ont permis à l'Allemagne de réintégrer le concert des nations, qui ont permis la résurrection de l'Allemagne. Je rappelle que jusqu'en 49, c'était un territoire occupé et que la Constitution, elle date que de 49 et que dès 55, ils intègrent l'OTAN avec la recréation de la Bundeswehr. Et donc ça, c'est les Américains qui l'ont. Donc il y a forcément, je veux dire, sur le plan de la psyché collective, les Américains, c'est le père. Mais la brouille ne date pas d'hier. Moi, je l'ai connue à Berlin dans le premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020. Je peux vous assurer que c'était pas Jojo. Voilà, mais effectivement, il y a une différence de vision énorme, c'est-à-dire que les Américains, eux, n'ont pas du tout l'impression qu'il s'agit d'un lâchage de l'Europe. Ils ont l'impression de se recentrer sur leur hémisphère. Et du côté européen, on est plutôt en train de se dire que c'est un exemple d'unilatéralisme américain énorme. Donc on n'est complètement pas du tout sur la même longueur d'onde dans la façon de concevoir les deux façons de faire. J'ai l'impression qu'il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que les États-Unis veulent continuer à être une puissance mondiale? Alors apparemment oui, puisque là Trump est en train de bouger ses porte-avions qu'il émet partout. Rammstein, c'est l'équivalent de 4 porte-avions échoués dans le Palatinat, et donc c'est un peu, peut-être qu'il faut réfléchir un peu avant de la fermer. Mais la météo est moins douce. Oui, exact. La deuxième question, c'est la Russie est-elle un danger pour l'Europe? Ça, c'est la question à $1 million. Et en fait, les Européens disent oui, et les Américains disent oui, ça leur est égal. Et les Américains disent, Trump dit sans doute, non, c'est pas sûr. Et donc, peut-être que Trump, il aimerait bien prendre ses moyens militaires et les mettre un petit peu plus près de la Chine, parce que c'est là qu'est le danger. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un flottement là-dessus. À mon avis, au fond de lui-même, et là, je dois reconnaître que c'est pas à mettre à l'actif de Trump. Il sait pas vraiment, en fait, ce qu'il veut faire en Europe. À mon avis, il hésite. Ça l'énerve de devoir payer, mais en même temps, comme les Européens leur achètent du matériel. Et beaucoup. Et beaucoup, ils se disent, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose.